Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau temps long pour lequel j'ai le plaisir de recevoir Myriam Ecker, conseillère municipale d'opposition à la mairie de Bordeaux, pour le collectif Bordeaux en lutte. Bonjour Myriam. Bonjour. Comment vas-tu ? Tranquillement, on va dire, tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter ? Je peux me présenter, donc je m'appelle Myriam, effectivement, je suis effectivement conseillère municipale d'opposition pour le collectif Bordeaux en lutte. J'ai 50 ans, j'habite à Bordeaux depuis 35-40 ans à peu près. Je suis venu faire mes études ici après avoir passé toute mon enfance et mon adolescence dans le Médoc, dans un tout petit village qui s'appelait Saint-Laurent-du-Médoc, où j'ai eu le plaisir de grandir. Je suis artiste, poète depuis l'âge de mes 7 ans à peu près, j'ai commencé à écrire. Je suis membre de l'orchestre poétique d'avant-guerre, membre fondateur de ce collectif artistique et politique. Je crois que ce qui me définit le mieux, c'est ces deux lignes-là. Je suis une artiste qui fait de la politique. Artiste militante. Tout à fait. Et tu as également fondé le CLAP. Malheureusement et heureusement, j'ai fondé avec d'autres camarades le collectif contre les abus policiers en 2009. J'ai été tabassé par la police lors d'un rassemblement de soutien à un squat et suite à ce passage à tabac, on a fondé ce collectif qui maintenant a intégré un réseau national qui s'appelle le réseau d'entraide vérité et justice, qui regroupe des collectifs comme le nôtre anti-répression, des familles qui ont été des victimes parce qu'elles ont perdu quelqu'un assassiné par la police, des familles, des collectifs, etc. Voilà, ça c'est un collectif effectivement qui est fondateur aussi dans mon histoire personnelle de beaucoup de choses. C'était en 2009, c'est bien ça ? Le 19 mars 2009, un mercredi soir aux alentours de 20h30, la police s'est jetée sur le rassemblement de soutien à ce squat. J'ai essayé de m'enfuir, j'ai essayé de courir, j'y suis pas arrivé, je me suis fait rattraper violemment par un coup de matraque derrière la tête. Suite à ce coup de matraque, je suis tombé évanoui par terre et pendant que j'étais par terre, 4 policiers qu'on n'a jamais pu identifier sont venus me terminer à coups de pied et de poing dans la tête, uniquement dans la tête. Ils m'ont défiguré. Et suite à ça, j'ai entamé 8 ans de procédure pour obtenir justice que j'ai en partie obtenue. Et tu parlais de ton parcours militant, tu peux nous en dire un peu plus ? Alors j'ai un parcours militant assez dense en 50 ans de vie. Je me rends compte que j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses. Des collectifs qui ont été fondateurs dans mon parcours militant, il y en a beaucoup. Sur Bordeaux, un collectif comme Activisme a été un collectif qui a compté énormément dans mon parcours militant. C'était un collectif, une association collective qu'on avait montée en 2003, je pense, avec l'objectif de diffuser de l'information alternative sur Bordeaux. Alors, je sais pas si les gens se rendent compte que ce qu'était Internet en 2003, hein, c'était les balbutiements d'Internet, donc le site ne ressemblait pas du tout à ce que vous pouvez imaginer maintenant. L'ergonomie était beaucoup plus... beaucoup moins plutôt esthétique. En fait, c'était les tout débuts d'Internet et moi, j'ai toujours été passionné d'information. J'ai toujours fait des revues de presse papier quand il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, par le biais d'Internet, j'ai toujours été intéressé par l'information. Et donc, on avait l'idée de diffuser de l'information alternative sur Bordeaux, les rendez-vous qui pouvaient se passer sur Bordeaux, etc. En fait, ce qui allait devenir plus tard, au niveau national, des sites qu'on appelait les Indie Media. Je ne sais pas si les gens se rappellent de ces sites. Il en reste un, je crois, c'est à Nantes. Indie Media, qui était inspiré des sites argentins de Sénal. C'était une chaîne, mexicaine, j'ai dit Argentine, mexicaine, qui avait créé ses premiers sites d'information alternative Indie Media. Donc, il y avait Indie Media Mexico, Indie Media Paris, Indie Media Nantes, etc. Et à Bordeaux, il n'y avait pas ça. Avant ça, il y a eu donc Activisme. Ça, c'est un collectif qui me tient à cœur parce que ça a été une ligne conductrice aussi toute ma vie d'essayer de diffuser de l'information aux gens, quoi. C'était de l'information militante, politique, culturelle Il y avait un petit peu tout, mais essentiellement politique et militante, parce que on était inscrite sur beaucoup de listes de diffusion. Donc on recevait énormément d'informations d'un peu partout qu'on avait à cœur de mettre en ligne pour les Bordelais. Et on tenait aussi un agenda
il n'y avait pas d'hémosphère non plus encore à l'époque, et j'en parlerai tout de suite après, de tenir un agenda pour que les Bordelais sachent quels étaient les rendez-vous auxquels ils pouvaient se rendre, que ce soit des rendez-vous militants et culturels. C'est toujours les deux lignes directrices qui étaient là. Oui, souvent l'un peut être lié à l'autre. Ben, pour moi, c'est indissociable. C'est-à-dire que le fait d'être artiste et de choisir en plus la poésie, c'est-à-dire le fait de vouloir être maître des mots, en quelque sorte, m'a imposé une forme de responsabilité qui fait que je me sens à ma place et surtout dans mon champ d'action artistique, en faisant de la politique et en étant surtout au plus près des gens. Je suis une artiste fonctionnaire, en quelque sorte. Je suis au service. Pour moi, c'est indissociable. Artistiquement, il y a eu deux artistes, deux poètes qui m'ont vraiment guidé. Il y a à la fois Rimbaud qui est dans l'esthétique, dans la recherche même de est-ce que la poésie est une sorte de vacuité ou pas. Ça, c'était très formateur, très important dans ma formation d'artiste. Mais il y a aussi des gens comme Victor Hugo, René Char, Robert Desnos, qui m'ont fait comprendre que si je veux devenir poète et donc posséder les mots, être maître des mots, il va falloir que je rende ça et que je m'en serve surtout pour dénoncer les injustices et être là, quoi. Donc c'est ce que je fais. Donc pour moi, c'est indissociable forcément, parce que sinon, il faudrait que je me coupe en deux, ce que je n'arrive pas à faire. Là, maintenant, du coup, on fait un petit bond dans le temps. Arrive le mouvement des Gilets jaunes à la fin de l'année 2018. On fait un gros bond dans le temps. Ouais. Il y a un autre collectif avant qu'on parle. Vas-y, je t'en prie. Dont je voudrais parler, parce qu'il a aussi été important dans ma formation. C'est l'Appel aux sans-voix. C'est un collectif qu'on a fondé en 2007 avec une chanteuse que vous connaissez peut-être qui s'appelle Kenny Arcana, qui fait du rap. Mm-hmm. En 2007, on fonde ce collectif qui s'appelle donc l'Appel aux sans-voix, avec l'idée de faire une tournée de tous les quartiers, de toutes les banlieues de France, en projetant un film qui s'appelle Un autre monde est possible, qui était vendu avec le CD de Kenny, son premier CD qui s'appelait Entre ciment et belle étoile. Donc, avant les concerts de Kenny, ou parfois sans concert, on s'arrêtait dans toutes les villes de France et on organisait dans les banlieues une projection de ce documentaire et des assemblées populaires. 2007, c'était avant les Nuits debout, c'était même avant les Indignés, mouvement aussi auquel j'ai participé, qui est de 2012. Les Indignés, ça arrive vers 2009, je crois, non ? Les Indignés, c'était 2012, il me semble. 2012 ? Il me semble que c'est 2012, à vérifier, mais il me semble que c'est 2012. Donc pourquoi ce collectif, je tiens à vous en parler ? Parce que c'est grâce à ce collectif que j'ai pu étendre mon réseau militant. D'abord en faisant le Tour de France, on a fait 58 dates en un an, ce qui était énorme. Donc ça m'a permis d'étendre mon réseau, d'aller dans des lieux alternatifs un petit peu partout en France, de commencer à fréquenter les milieux squats, d'avoir passé énormément de temps à Montreuil-Labelle, où à cette époque-là, il y avait beaucoup d'activisme, beaucoup de squats militants qui étaient ouverts, qui ont fermé depuis grâce à Madame Voynet, une maire écologiste. Ça m'a permis aussi d'aller dans les banlieues et de pouvoir rajouter à mon champ lexical militant la voix des banlieues, que je ne connaissais pas. Comme je vous dis, moi j'ai grandi à la campagne, donc c'est un tout autre rapport au monde. Et peut-être aussi de prendre, alors que je suis... oui, j'ai oublié de préciser que j'étais métisse. Peut-être c'est important pour les gens, parce que dans ce que je vais dire, ça peut être influent. Mon père était français, ma mère est camerounaise, mais je n'avais pas pris forcément conscience du racisme. Je ne l'ai jamais vécu, moi, à la campagne. Et en allant dans les banlieues, j'ai pris conscience du racisme systémique de notre pays, que je subis effectivement maintenant que j'en ai pris conscience, et de pouvoir aussi porter cette racine, je dirais. Tu le vivais pas quand tu étais jeune ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai une enfance d'un point de vue parental très compliqué, mais sinon, le village de Saint-Laurent-du-Médoc, 1300 habitants, tout le monde se connaissait, on était tous cousins, on avait tous un frère ou une sœur dans une classe supérieure ou en dessous, c'était comme une grande famille. On était tous mélangés. Non, moi, j'ai pas du tout souffert du racisme quand j'étais jeune. Moi, je me suis rendu compte que j'étais noir quand je suis arrivé à Bordeaux, en fait, concrètement. D'abord parce que les Noirs me disaient bonjour dans la rue, je comprenais pas pourquoi. Ça, c'est pas du racisme, mais c'est en tout cas une reconnaissance d'une race dont j'avais pas forcément conscience.
puisque moi, tous mes amis, il n'y avait pas de noirs dans mon entourage à part ma mère. Ma culture est éminemment française. Je suis poète, donc je suis très attiré par ma langue maternelle, qui est en fait ma langue paternelle. Donc je ne connais rien de mes racines africaines. Tout ce que je connais, c'est parce que j'ai bien voulu le chercher. Donc quand je suis arrivé à Bordeaux, que les Noirs me faisaient coucou, je me disais tiens, il y a un truc qui se passe quand même bizarre. Et puis l'expérience aussi du fait qu'on m'a refusé un appartement parce que j'étais quelqu'un de couleur. Et là je me suis dit il y a un problème quand même. Voilà. C'était en quelle année ça ? Ça c'était en, je sais pas, ça doit être. Je suis arrivé à Bordeaux en 90 pardon. Je sais pas, 92, 93, un truc comme ça, quoi. Voilà, on apprend par expérience, hein, voilà. Sinon, je savais pas que j'étais noir, moi. C'est le regard de l'autre qui me l'a dit. Alors, et après ce collectif, tout à l'heure, tu parlais de Démosphère, tu peux nous en dire plus ? Alors, Démosphère, c'est un collectif qu'on a créé aussi à Bordeaux, qui est un réseau national, pour le coup, qui est un agenda en ligne libre, où les gens peuvent, à loisir, inscrire leur rendez-vous, qu'ils soient culturels, militants, encore une fois. C'est libre, c'est complètement libre, et c'est une alternative, parce que tout le monde, maintenant, crée des événements sur Facebook. Or, il y a encore des gens qui sont réticents à cet outil, et on les comprend. Donc, ça reste toujours une alternative. C'est complètement... C'est moi qui le gère, donc je veux dire, il n'y a pas de censure à part le fait d'enlever les liens Facebook. Voilà, c'est un super outil qu'il faut utiliser et qui donc, il y en a un à Paris, il y en a un peu partout. Vous arrivez sur le site Démosphère Bordeaux, Démosphère Gironde, vous tapez ça dans Google, vous nous trouvez, c'est bien. Donc là, j'ai une question qui peut paraître un peu sommaire, mais alors, que fais-tu maintenant ? En termes d'activisme, tu veux dire ? De tout, même. Depuis que je suis conseillère municipale, là aussi, il y a une corde qui s'est rajoutée à mon arc qui n'était pas forcément prévue au départ dans mon parcours, puisque moi, depuis 2005 et le traité sur la Constitution européenne, j'étais devenue une féroce abstentionniste. En 2017, j'avais même monté avec quelques camarades un collectif Abstention Consciente, dans l'idée de faire, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire une énorme abstention, mais avec l'idée de descendre dans la rue pour dire, c'est pas parce qu'on vote pas qu'on n'est pas concerné, en fait, parce que souvent, quand on dit qu'on est abstentionniste, on dit, t'es abstentionniste, alors du coup, tu te tais. Souvent, les gens qui disent ça se contentent de voter, ne font rien. Donc, bon, avec mes activités, je pense que je peux me permettre, tout en ne votant pas, d'avoir un avis politique. Et puis maintenant je suis conseillère municipale, alors pour beaucoup de gens peut-être ils doivent se dire waouh, c'est quoi le truc qui fait que cette nana elle est abstentionniste et puis elle finit par devenir conseillère municipale. C'est après 2005 ou après 2008 ? Parce que 2005 il y a eu le TCE pour lequel la majorité des votants ont voté non au traité de Constitution européenne et qui nous a été ensuite resservi par Sarkozy en 2008. Oui, 2008, j'ai dit voilà. 2005, t'as raison, pardon, 2008 quoi. Ok, c'était juste pour replacer oui, la tu as date. raison. Mais ouais, qui a été... Ouais, j'aime pas ce mot, mais qui est ce que certains qualifient parfois de viol démocratique. En fait, depuis, moi, si tu veux, là où j'ai avancé, c'est sur le fait que pour moi, viol démocratique, démocratie chancelante ou démocratie déclinante, comme certains le disent aujourd'hui, parce qu'ils font un constat. Moi, le constat que je pose clairement, et d'autant plus que je vais là aussi parler en tant que personne du coup racisée, la démocratie. De quoi on parle, quoi ? De quoi on parle, quoi ? En fait, c'est quelque chose à atteindre, mais qui n'existe pas. On voit au fur et à mesure que le temps passe, justement, cet effondrement, et les Gilets jaunes en sont un symptôme parmi d'autres, de l'illusion démocratique dans laquelle la France se repaît, et en plus prétend effectivement en être un parangon. Ben non, en fait, on n'est pas dans un état démocratique, donc non, il n'y a pas de... Ça, c'est ce que mon parcours me dit. Voilà, il n'y a pas de démocratie. Ça, c'est quelque chose à atteindre. Il y a 2 secondes, tu as dit en tant que personne racisée. Est-ce que tu pourrais expliquer pour celles et ceux qui nous écoutent ce que veut dire ce terme ? Parce que peut-être que des gens ne le connaissent pas. Personne racisée, c'est pas moi qui ai inventé ce terme. Je saurais pas vous en dire exactement l'origine, mais c'est le terme que les gens de couleur utilisent assez facilement pour expliquer pourquoi. Ça veut dire que tu es d'une origine qui ne serait pas de souche, pour faire vite, pour que tout le monde comprenne. Voilà. Donc comme j'expliquais, mon père est français, ma mère est camerounaise, donc je suis métisse, donc je suis racisée. Puis effectivement, je me rends compte que les gens, s'ils doivent me décrire, à Camille par exemple, ils diront peut-être d'abord que je suis noire. Chose que j'avais jamais dit par exemple Camille, parce que encore une fois, même si je le sais, j'en ai pas conscience tout le temps, heureusement. C'est pas un truc que je porte comme un fardeau, regardez, je suis noire, non. Donc j'avais oublié de dire à Camille que j'ai connu pendant 4 ans que j'étais noire. Donc vous voyez, ça se passe quand même plutôt bien, quoi. Mais quand on est noir,
ou maghrébin, on se rend bien compte que la démocratie, ça marche pas, quoi. Voilà. Quand on parle des banlieues comme des déserts, la République, mais c'est parce que en fait, c'est la République qui a déserté la France, quoi, tout simplement. C'est une illusion. Et dans laquelle on se vautre et à laquelle on s'accroche. Il y a beaucoup de résistance à ça. Quand je discute parfois avec des militants qui ont de la bouteille pourtant, quand on dit la France est raciste, ils ont du mal à encaisser. Quand on dit la France n'est pas démocratique, ils ont du mal à encaisser parce que ça remet en compte beaucoup de choses, y compris dans leur combat. Donc maintenant, je suis conseillère municipale. Donc effectivement, j'ai rajouté cette corde à mon arc. Et pourquoi je suis devenue conseillère municipale ? Parce qu'il y a eu cette aventure de Bordeaux en lutte, il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes et une volonté de plus en plus grande de vouloir prendre le pouvoir. Donc comment prendre le pouvoir ? Il y a pas 36 solutions, hein. Il faut soit faire une révolution et le renverser pour le prendre. Et pour l'instant, les conditions sont pas réunies, je pense, pour ça. Mais en fait, j'en sais rien. Hein. Peut-être que demain, ça peut se passer très vite. Hein. Les Gilets jaunes, personne n'avait prévu. Puis il y a eu quand même une étincelle, même plus qu'une étincelle. Il y a eu un brasier, on peut le dire. Soit et ou. Ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre. Les élections. Et là, ça avait pris du sens parce que ce collectif Bordeaux en lutte, il s'est créé dans une euphorie militante où convergeaient des partis politiques comme le NPA, la France Insoumise, des Gilets jaunes comme moi, des gens associatifs et puis des militants forcément sans étiquette aussi comme moi, puisque moi je suis dans aucun parti politique, je tiens à le préciser tout de suite. On avait envie d'être ensemble et d'aller plus loin, quoi. Donc ça avait du sens. Oui, d'ailleurs, on parle de Bordeaux en lutte, donc il y a eu le jour suite aux Gilets jaunes qui eux, ont éclos à l'automne novembre 2018. Et Bordeaux a été une place forte du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que tu peux en dire un mot ? Comment toi, tu l'as vécu ? Est-ce que tu y as été tout de suite quand le mouvement est apparu ? Est-ce que tu as été sur les ronds-points ou est-ce que tu y as été quand c'est tout de suite arrivé en ville dans Bordeaux ? Parce qu'initialement, c'est vrai que les gens étaient un petit peu réticents, en tout cas en ville, d'aller vers ce mouvement que les gens ne connaissaient pas. Ils se demandaient d'où ça sortait, qui étaient ces gens qui manifestaient. Tu te rappelles des tout débuts des Gilets jaunes à Bordeaux ? Je me rappelle très bien parce que je suis Gilet jaune. Voilà, moi je me considère comme gilet jaune, je siège au conseil municipal, avec mon gilet. Tu l'as toujours avec toi ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je le mets le plus souvent possible et au conseil municipal, bien sûr, je mets mon gilet jaune. Le mouvement des gilets jaunes, moi j'y suis arrivé sur l'acte 2 à Bordeaux. Le premier acte, j'étais comme tout le monde, je me disais c'est quoi ce truc ? J'ai regardé la télé, j'ai vu surtout qu'il y avait du monde en fait. J'ai vu qu'il y avait du monde. Ces gilets, c'était tellement beau, il faut le dire, à l'œil. Ces marées jaunes qui déferlaient partout en France, je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose, quoi. Et en tant que militante, depuis 30 ans de militantisme, où quand on faisait des rassemblements, des manifestations, on passait 1 heure à dire bonjour à tout le monde, parce qu'on se connaissait tous, et c'était les rituels, le CLAP il fait sa manif, il y a, je sais pas, AC qui fait sa manif, et puis on va faire ci, on va faire ça, il y avait un calendrier où on se retrouvait, on se tapait la bise, mais là c'était l'inconnu, c'était qui ces gens, quoi. Enfin, je dirais enfin. Des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes, et puis surtout plein de nouvelles personnes. Et plein de nouvelles personnes. Et plein d'horizons différents. Donc bien évidemment, en tant que militante, je trouvais que ma place était dans ce mouvement, d'aller voir ce mouvement, de questionner ce mouvement, et si possible, d'y prendre part. Mais je me souviens effectivement que tu as été une des premières à y avoir été... Dès le samedi quand c'est arrivé en ville en fait. Mais bien sûr, je n'ai jamais compris la réticence de mes camarades à ne pas aller vers ce mouvement. Je n'ai jamais compris parce que pour moi, si on milite, c'est pas pour rester entre soi et se convaincre qu'on a raison. Il faut confronter nos idées aussi, finalement, aux gens à qui on prétend les offrir. C'est-à-dire que on théorise des tas de choses, mais qu'est-ce qu'on sait des gens de la base si on n'est pas avec elles pour réfléchir avec elles et pour échanger avec elles et pour construire avec elles. On n'est pas des maîtres à penser. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'intégrer ce mouvement, de pouvoir mettre à sa disposition des outils qui pouvaient être importants pour lui. Par exemple, le CLAP a été essentiel à Bordeaux dans le mouvement des Gilets jaunes, car très vite, il y a eu des violences policières.
Et très vite, une structure comme le CLAP, qui fonctionnait depuis près de 10 ans et qui avait mis en place des processus très clairs pour comment porter plainte, des processus très clairs, et on en a fait beaucoup, de formation à la garde à vue, des processus très clairs pour des prises de rendez-vous avec des avocats et d'accompagnement à ces rendez-vous. Qu'est-ce que t'appelles une formation à la garde à vue, tu peux expliquer ? Bien sûr. Avec le CLAP, à la demande, où nous, quand on le veut, on organise des formations à la garde à vue, c'est-à-dire qu'on explique aux gens quels sont leurs droits, comment se comporter pendant la garde à vue, qu'est-ce qui se passe pendant une garde à vue, on témoigne nous-mêmes, moi j'en ai fait pas mal malheureusement des gardes à vue, donc je peux dire un peu de mon expérience de comment ça se passe, pour que les militants, ou surtout là au mouvement des Gilets jaunes, c'était pas forcément des militants, encore une fois les Gilets jaunes, mais ils ont été confrontés beaucoup à la garde à vue, leur donner des conseils, sur tout ça, c'est essentiel. Il y a des gens pour qui c'était totalement nouveau, en fait, de se retrouver confrontés à la police, à la justice, de se retrouver en garde à vue, qui ont dû être totalement déboussolés, j'imagine. Mais la plupart des gens étaient déboussolés, c'est-à-dire que même les militants à Bordeaux, les militants qui ont participé au mouvement, même en étant à côté, qui venaient quand même, eux-mêmes, ils ont été déboussolés, parce que personne, à part des gens peut-être qui avaient été à la ZAD et qui savaient ce que c'était qu'une zone de guerre en tant que militant, ne pouvait s'attendre à cette répression. Donc même les militants pouvaient être choqués de ça, donc les jeunes encore plus. Il y avait eu des petits prémices quand même en 2016 avec la loi travail, Nuit debout à Bordeaux, il y a eu selon moi, les premières violences policières importantes en manifestation. Enfin, moi, je sais que j'ai couvert les premières violences en manifestation, en fait, si tu veux, dans l'histoire des violences policières, il y a toujours eu de la violence sur les manifestations. En 68, il y a les flics qui tapaient sur les gens. Après, plus ils sont armés, plus la violence est forte, en fait. C'est ça aussi qui se passe. Donc, oui, les lois travail, il y a eu les premiers mutilés. Il y a des gens qui ont perdu des yeux pendant la loi travail. C'était 2016, tu dis, la loi travail, 2016. Ouais. Mais l'opération César sur Notre-Dame-des-Landes, c'est 2012. Et là, c'était quand même assez fort en termes de répression. Je pensais spécifiquement à Bordeaux, où moi qui ai couvert beaucoup de manifestations depuis 2007 à Bordeaux, c'est vraiment en 2016 où j'ai vu vraiment éclore justement cette répression en manifestation, qui était vraiment flagrante. Avant ça, j'en avais jamais vu. C'était vraiment très rare, voire jamais vu. Ou alors j'y étais pas, mais en tout cas moi en tant que photographe, à Bordeaux. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y avait pas avant 2016, il y avait pas ces violences comme on a pu le voir effectivement pendant la loi travail, mais pendant les Gilets jaunes, elle a été. Ça a explosé. Ça a explosé et ça a explosé tout de suite. C'est ça qui était surtout hallucinant, parce que sur la loi travail, tu peux dire, allez, il y avait quand même des gens qui étaient militants un peu, tu te dis, ça ne justifie rien, bien évidemment. Mais là, c'était des gens qui venaient de leurs gosses, première manifestation, la police avec nous, quoi. La police avec nous. Moi, je l'ai regardé dubitative, mais tu peux pas arriver avec toi, avec ton discours de 10 ans d'expérience de violence policière et un discours très construit sur la violence systémique de l'État à travers ses policiers, et les gens, ils vont pas te croire. Donc, voilà. Mais l'expérience a été dans la douleur. Donc, le CLAP à cet endroit-là était super important. Ça veut dire que nous, tous les lundis, on tenait une permanence au Samovar, où on recevait les blessés, les gens qui étaient passés par la garde à vue, les gens qui allaient être ou pas en procès, plus les gens aussi qui n'avaient pas forcément été victimes directes de ces violences, mais qui étaient traumatisés des violences qu'ils avaient vues. Quand tu rencontres des gens qui te disent « moi, j'étais là le jour où on a cherché les doigts d'Antoine », bon, mais ces gens-là, ils n'ont pas perdu de main, mais ils dorment toujours pas bien la nuit. Donc, on recevait ces gens-là, pendant 1 an ou 2, on a tenu cette permanence et elle a été vraiment utile dans le mouvement. Et puis après, moi, je voulais savoir comment ça fonctionnait. Je comprenais pas très bien. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre qui organisait les manifestations, parce qu'on me disait mais c'est les groupes. Je disais mais c'est quoi cette histoire de groupe ? Oui, c'était un peu nébuleux de savoir qui lançait. Oui, exactement. Je n'arrivais pas à trouver de responsables, de gens qui incitaient ces gens à venir, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait les groupes, c'était les groupes Facebook. Voilà. Parce qu'on a parlé pendant les révolutions arabes en Tunisie de la révolution Facebook, mais on oublie le rôle Facebook dans les Gilets jaunes, à quel point il a été un outil d'organisation malveillant, mais quand même un outil d'organisation. Malveillant ?
Oui, malveillant parce que c'est Facebook, donc voilà, ça veut dire que tout ce que tu mets sur Facebook, appartient à l'État, Ouais. appartient aux Américains, appartient à je sais pas qui, mais pas à toi, quoi. Donc c'est pour ça que c'est malveillant, mais c'est un outil de communication et d'un peu d'organisation, parce que ça, forcément, comme tout espace virtuel, ça limite dans le monde réel, mais il a été quand même important, et il est toujours important dans le mouvement des Gilets jaunes qui, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, est toujours prégnant, quoi. Donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. À Bordeaux, on a monté un collectif qui s'appelle Jeunes, etc., où on se réunissait aussi au Samovar, aussi tous les lundis, comme ça on faisait le lien avec le CLAP, on faisait tout en même temps, c'était pratique. Donc ce collectif Jeunes, etc., qui était clairement un collectif de gilets jaunes et d'etc., et qui était clairement anticapitaliste, avec une plateforme de revendication qui n'a quasiment pas changé depuis toujours, qui est la justice sociale, la justice démocratique, la justice climatique et la justice fiscale. Voilà. Et comment t'as vécu ce mouvement des Gilets jaunes, justement, qui a duré jusque, si je dis pas de bêtises, jusqu'au moment de la réforme des retraites, enfin le projet de réforme des retraites, début 2020, avant le Covid, en fait, puisqu'il s'est jamais vraiment arrêté, ce mouvement. Il y a eu des périodes avec peut-être des moments de creux. En fait, pour moi, c'est vraiment une erreur de penser que ce mouvement n'existe plus. C'est vraiment une erreur grave, de la part des politiciens notamment, de parler des Gilets jaunes au passé, comme un mouvement, au mieux, au pire, comme une crise des Gilets jaunes. C'est vraiment une erreur de parler de ce mouvement au passé. Ce mouvement, il est là, il existe. Les gens qui sont Gilets jaunes, pour la plupart, le sont encore. S'ils ne sont plus dans la rue, c'est effectivement parce qu'ils sont en colère toujours, mais qu'ils attendent que ça bouge, parce qu'ils ils sont martyrisés. Il y a aussi eu de la répression financière. Oui, c'est ça, ils sont martyrisés. Je pense que quelqu'un qui a vraiment connu le mouvement des Gilets jaunes, le cœur du mouvement des Gilets jaunes, n'a pas pu sortir indemne de ça. Donc les gens ne se rendent pas compte de ce que c'était que cette violence. Comment des gens se sont pissés dessus, comment des gens ont été insultés, frappés, cognés. Et puis en plus, c'est un mouvement qui méprisé aussi. Bien sûr, qui a chamboulé la vie de ces gens. Ils se sont investis pendant au moins 2 ans, tous les week-ends, sur des ronds-points, dans les rues, à continuer à se faire gazer, à continuer à se faire massacrer, à continuer à se prendre des amendes, à continuer à avoir des camarades partir en garde à vue pour rien. Il y a eu plus de 500 gilets jaunes qui sont passés par la case prison, pour des délits aussi mineurs qu'un jet de pot de rillettes sur une voiture de policier. C'est un mouvement qui n'a jamais été... À part la Commune, je vois pas quel mouvement, ils les ont tués, hein, donc la comparaison est saugrenue, mais à la fois non, parce que j'estime que nous sommes les héritiers de cette commune. Citez-moi un mouvement populaire qui a été à ce point violenté, un mouvement, je rappelle, pacifiste. Oui, d'autant que, encore là, tu fais le parallèle avec la Commune, dans les deux cas... comment dire, les gens étaient, en tout cas pour les communards, ils étaient armés. Oui. Alors, je dis pas que les gens devraient l'être, c'est pas la question, mais là, on se retrouve avec des gens comme... c'est quand même un peu la question, quand même, du coup, tu vois. On peut pas faire l'économie de cette question, quand même. Forcément, on peut pas faire l'économie de cette question. Les Gilets jaunes, c'était des femmes, des hommes, avec leurs gosses parfois. C'était pas la classe supérieure, c'était pas non plus les peu chers. C'était des gens dont le salaire ne suffisait plus à vivre correctement. Et quand ton salaire ne te permet plus de vivre correctement, c'est-à-dire de payer tes factures, certes, mais aussi d'avoir du temps de loisir pour la culture, etc., et du temps de rien foutre, parce que tu as aussi le droit de rien foutre, bien évidemment, quand ton salaire ne te permet plus ça, tu deviens un esclave. Déjà, à la base, le salariat, c'est une forme d'esclavage, bien évidemment. Alors là, ça n'a plus de sens. Si tu te crèves à la tâche pour crever de faim, ça n'a plus de sens. Et ces gens-là sont descendus dans la rue pour dire ça. Justice. Comme les sans-culottes demandaient du pain. Non, en fait, ils voulaient quand même de la justice. Voilà, nous sommes les sans-culottes. Tu le sais, j'ai fait beaucoup d'interviews sur le mouvement des Gilets jaunes. J'étais vraiment surpris par ce mot qui revenait souvent, ou qui était formulé de cette façon, qui était « c'est pas juste ». Ou bien alors « c'est pas égal ». Bien sûr. Ou c'est pas égalitaire. Bien sûr. Parfois pour des gens qui étaient pas, voire peu politisés, et il y avait quand même cette notion d'égalité qui revenait sans cesse. Mais la justice, elle n'a pas besoin elle doit avoir des réponses politiques, mais ce qui te provoque un sentiment d'injustice, c'est quelque chose qui part du ventre. Hein.
c'est pour ça que les Gilets jaunes sont descendus de la rue. Ils n'ont pas du tout lu Trotsky, les écrits de je sais pas qui, en quelle année, pour dire je vais mettre tel mot politique sur le fait que j'ai mal au bide, quoi. Donc le sentiment d'injustice, il part du bide, il monte au cerveau et il explose dans la gorge, quoi. Donc c'est après que ça se politise. Alors après, ça se politise comment, ça se politise dans quel sens, etc. C'est là aussi où nous, on doit être présents pour essayer voilà, effectivement, d'amener des idées. On milite quand même, hein, donc on fait quand même le taf. Mais on reste à l'écoute, on reste pas fermé. Et juste pour rebondir sur la question de la violence, puisqu'on l'aborde vite fait, quand je dis que la question se pose, moi, c'est une question que je me pose en tout cas, parce que effectivement, quand on descend dans la rue, à des millions dans la rue, avec juste nos mains, nos pancartes, pour dire stop à l'injustice, et ce qui est une injustice, à part pour 1% de gens, 99% de la planète sont d'accord avec nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se fait arracher les yeux, on se fait arracher des mains, donc tout ce qu'on vient de dire, les amendes, les coups de gazeuse, les prisons, la brave, là, ces policiers avec leurs motos et leurs matraques qui défoncent tout le monde, traqués dans les rues, etc., maltraités, insultés, etc. Quelle réponse on a ? Qu'est-ce qui nous reste ? Et ben cette question-là, moi, elle m'interpelle, elle me fait peur, parce que j'ai peur d'aller au bout de mon raisonnement quand je commence à me poser cette question, malheureusement. Je comprends. Et en fait, ce que je voulais dire par là, justement, c'était qu'on avait une population qui manifeste pacifiquement, qui n'était dans l'ensemble pas armée, même si, ok, il peut y avoir peut-être quelques gens avec des projectiles, mais en face, on avait des gens qui étaient habillés ce qu'on appelle souvent en Robocop, c'est-à-dire avec des protections de la tête aux pieds, avec des lanceurs de balles de défense, avec des boucliers, avec des matraques, et c'était complètement disproportionné, totalement. Et ça, pour l'avoir vécu et pour avoir eu des gens qui ont témoigné à ce sujet, qui ne pensaient pas, qui ne connaissaient pas cette facette de la police. Mais personne ne la connaissait, je te dis, c'est ce que je te dis, c'est-à-dire que même tu me parles des manifestations de la loi travail, oui, mais au final, je pense qu'il y a quand même beaucoup de militants qui ont été surpris malgré tout de cette violence, parce qu'effectivement, elle était plus que disproportionnée, elle est vraiment la marque, pour moi, une marque de plus. Bah, la démocratie, c'est quoi ? Vous plaisantez ou quoi ? Vous rigolez ? Comment tu peux dire démocratie d'un mec qui est élu par 20% de la population, qui se permet de fracasser tout le monde parce qu'on n'est pas d'accord avec lui ? Non, franchement, ça n'allait pas. Donc oui, je pense qu'encore une fois, si on n'a pas été sous les bombes, parce que c'était ça, hein, c'était la guerre, eh ben on peut pas se rendre compte. Et souvent, quand on croise des gens qui ont été gilets jaunes et qui le sont encore, comme je le dis, ce mouvement n'est pas mort. Y a un truc comme si on était des anciens combattants, concrètement. On se croise comme si on était des vétérans d'une guerre, quoi, concrètement. Et encore plus avec le collectif des mutilés, pour l'exemple, dont je fais partie avec Antoine, qui regroupe donc beaucoup de gens qui ont été, il y a 90 mutilés aujourd'hui, je crois, dans ce collectif, qui regroupe les personnes qui ont été mutilées pendant la manifestation Gilets jaunes. Je parle de 90 personnes qui ont perdu des mains, des yeux, des dents, etc. Quand on se retrouve, bah oui, alors là, on a encore plus le sentiment d'être des vétérans d'une guerre qui ne dit pas son nom et qui se poursuit aujourd'hui dans les banlieues. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'était la guerre et pour l'instant, on l'a perdu. Mais encore une fois, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas mort. Avoir parlé de ça au passé, ça ne va pas. Il suffit encore une fois de traîner sur les groupes, pour le coup, sur Facebook, pour se rendre compte que tous les samedis, il y a des ronds-points qui sont pris partout en France. On n'en parle pas. La presse ne parle pas de ça. Les masses médias ne parlent pas de ça. Il y a de la pensée qui est produite tout le temps. On réduit les gilets jaunes à des occupations d'espace, mais il y a eu de la pensée qui a été produite. Il y a un syndicat qui a été créé. Il y a eu Quel syndicat ? Syndicat des gilets jaunes, il s'appelle. D'accord. Tout simplement. Ce qui est quand même pas mal pour des gens qui n'étaient pas politisés. Il y a eu des tas de rencontres à Saint-Nazaire, à Toulouse. Donc voilà, c'est pas un mouvement qui peut mourir parce que la misère, elle est de plus en plus prégnante. Donc les gens qui étaient déjà gilets jaunes, ils le sont de plus en plus. Ils sont de plus en colère. Alors après, voilà, comment leur colère elle peut se traduire, ça j'en sais rien. Parce que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes pour qui les manifestations, c'est devenu un moyen complètement obsolète de se faire entendre, et ils ont pas tort. Donc le problème pour nous, c'est plutôt comment se faire entendre. Comment prendre le pouvoir, tout simplement. Oui, alors ça, c'est une vaste question. Ben oui.
Mais c'est le plus important, c'est comment le faire. Parce que ce qu'il nous faut regagner, c'est le pouvoir de faire. Voilà, c'est le pouvoir de faire. Donc comment on le prend ? On voit bien qu'ils veulent pas nous le donner. Tu vois bien qu'ils veulent pas nous le donner. Ce qui nous amène finalement à l'autre sujet, qui était justement le collectif Bordeaux en lutte, et comment tu es arrivé conseillère municipale d'opposition. Donc ça s'est fait au début de l'hiver 2020, donc avant le Covid, avant le premier tour des élections municipales, puisque le deuxième a été reporté après le confinement. Tu peux revenir justement aussi sur cette période ? Du confinement ? Non, sur la formation du collectif Bordeaux en lutte. Moi, je pense que quand j'ai intégré le collectif, il était déjà assez avancé. Moi, je n'étais pas du tout à l'origine des tractations, entre guillemets, entre le NPA et la France Insoumise. Moi, je suis arrivé, en fait, avec vraiment l'envie d'y participer, parce que je trouvais, comme je te disais, que ça avait du sens et que ça allait dans cette espèce d'euphorie du moment oui, il faut prendre le pouvoir par tous les moyens, quoi. Ce qui est toujours, je pense, le cas d'ailleurs. Parce qu'il y avait beaucoup de gilets jaunes quand même dans ce collectif. Beaucoup de gilets jaunes, oui, tout à fait. Il y avait beaucoup de gilets jaunes qui ont intégré ce collectif. Donc voilà, tout ça avait du sens. Donc je sais plus exactement par quel biais je suis arrivé là. Voilà, il y a eu 1 ou 2 réunions à laquelle je suis venu, et puis je me suis positionné en tant que volontaire pour être sur cette liste. Et puis voilà, en me faisant remarquer quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes racisées, et que ça serait bien qu'on se retrouve pas forcément dernière, je me suis retrouvé 4e de cette liste. Donc quand on a eu 3 élus grâce à une campagne super en fait, quand même, il y a eu vraiment un élan collectif autour de cette candidature qui était portée vraiment par le terrain, qui était super enthousiasmante. Moi, j'avais pas jamais participé à une campagne électorale pour les raisons que je vous ai dit en plus, donc je ne votais plus. Je me suis laissé prendre au jeu, de coller des affiches, d'aller essayer de convaincre les gens, les copains, de toute cette camaraderie qui s'offrait de nouveau à moi. Franchement, c'est de bon cœur que j'ai pris tout ça. Et puis en plus, on a au final 3 élus qui étaient quand même assez improbables dans une ville comme Bordeaux, quoi. Donc tout finissait bien, tout commençait bien, tout finissait bien pour Bordeaux en lutte au moment des élections, quoi. Oui, après, il y a eu donc ça, c'était second tour au mois de juin. Voilà, donc là, on se retrouve avec 3 élus finalement. Philippe Poutou, tête de liste pour le NPA, Evelyne Cervantes d'Escube pour la France Insoumise, et Antoine, gilet jaune. Donc voilà, un tiercé gagnant, quoi. En plus, en termes de représentativité, c'était plus que top. Oui, alors ça fait 3 fois que tu cites Antoine. Pour rappeler à celles et ceux qui nous écoutent, Antoine a été mutilé pendant les gilets jaunes. De mémoire, je crois, le 10 décembre. Le 8 décembre, exactement, sur la place Péberlan, Antoine Boudinet a perdu sa main en ramassant une grenade de désencerclement, alors que la police n'était pas encerclée. Et cette grenade lui a arraché donc sa main droite, je crois, j'espère peut-être que je me trompe pas, peut-être la gauche, je ne sais plus. Et voilà, et du coup, Antoine a été quelqu'un qui a été très médiatisé, et à juste titre, parce qu'il a pris ça à bras-le-corps, il a assumé cette responsabilité. À ce moment-là, en tout cas, il était prêt à l'assumer, d'être cette personne médiatique qui porte la voix d'un plus grand nombre, qui ne peuvent pas toujours parler. Et à Bordeaux en lutte, donc sa 3e place était vraiment bienvenue, et symboliquement tout à fait bienvenue aussi, quoi. Donc il y a eu 3 élus, et finalement tu te retrouves quand même au conseil municipal. C'est que Antoine était parti, c'est ça ? Voilà, moi je suis devenue, à la suite de ces élections, je suis devenue collaboratrice, c'est-à-dire que quand on a eu 3 élus à Bordeaux, à la mairie de Bordeaux, c'est un peu technique, mais c'est pour expliquer, quand on est 3 élus, au moins 2 élus, en tout cas, on peut former ce qu'on appelle un groupe politique. Ce groupe politique permet d'avoir accès à plusieurs moyens pour fonctionner, on va dire. On a droit à un local avec photocopieuse, téléphone, très confort. Une salle de réunion, et on a droit aussi à un poste de collaborateur. Voilà, à temps plein. Ce qu'on avait décidé à Bordeaux en lutte, c'était de diviser ce poste en 2 et de prendre 2 collaborateurs qui sont là en soutien des élus pour préparer le conseil municipal avec eux, faire le relais des luttes, etc. sur le terrain. Le conseil municipal qui a lieu toutes les semaines ? C'est 1 fois par mois. 1 fois par mois ? Le premier mardi de chaque mois en général. Voilà, donc à la suite des élections, donc moi je suis 4e, je ne suis pas élue, mais je deviens collaboratrice avec Nordine Raymond, et je travaille donc un travail rémunéré, salarié, par contrat,
pour les élus, donc, et le collectif Bordeaux en lutte, voilà. Et puis, il se trouve qu'en fait, ça s'est pas très très bien passé. On va faire vite parce que je sais que tu veux pas qu'on s'étale là-dessus. Donc, ça s'est pas très très bien passé avec notamment Philippe Poutou. Qui a eu une position un peu autocratique, on va dire, dans le collectif. Il y a eu des dissensions et ces dissensions se sont traduites non pas par un affrontement politique, mais par une placardisation de la part de ces élus, donc Antoine, Evelyne et Philippe de moi, leurs collaboratrices. Cette placardisation a commencé en septembre 2021. Et n'a cessé jamais, en fait, puisque je ne dois de m'être sorti de cette situation uniquement parce qu'Antoine, au bout de 3 mois de placardisation, a craqué. On s'est vu, il a pleuré, il m'expliquait qu'en fait, il faisait n'importe quoi, qu'il en pouvait plus et que il comptait démissionner. Et sa démission, de fait, me rendait, comme j'étais 4e à sa place conseillère municipale, et de fait, ne pouvant cumuler les deux, je ne pouvais plus être collaboratrice pour les élus. Donc, oui, voilà, c'est que je voulais expliquer comment tu étais arrivé au conseil municipal, en fait. Voilà, c'est l'explication. Antoine a démissionné et je suis devenu, de fait, j'aurais pu refuser, mais j'ai accepté le mandat et je pouvais pas cumuler les deux. Donc, du coup, j'ai laissé mon poste de collaboratrice à la femme de Philippe Poutou et je suis devenue conseillère municipale. Pour le collectif Bordeaux en lutte, dont je suis aujourd'hui la seule représentante au conseil municipal, puisque Philippe et Evelyne ont quitté ce collectif en décembre 2021. Ils ont quitté ce collectif. J'ai pris mes fonctions de conseillère municipale le 7 janvier 2022. Voilà. Avec ton gilet jaune. Avec mon gilet jaune. Et comment c'est perçu ? Antoine le portait déjà avant, donc on a fait un pacte avec Antoine quand il a pris sa décision de démissionner. Je lui ai promis que je garderais ce gilet tout le long de ma mandature et que j'essaierais de garder l'esprit gilet jaune, de veiller sur cet esprit. Et puis voilà, donc je le porte bien sûr avec un kéfier et mes frisettes. La panoplie est complète. Et comment c'est perçu par les autres membres du conseil municipal ? T'as eu des réflexions, quelque chose ? En fait, je crois que c'est un tout. Justement, quand je rajoute que j'ai un gilet jaune, un kéfier et des frisettes, et qu'en plus donc je suis racisée, je crois que... Et puis les gens ne me voient pas, mais je suis pas quelqu'un qui fait très attention à mon apparence. J'ai un look très basique. Là, vous voyez, par exemple, je suis en short avec un t-shirt, un short de foot avec un t-shirt. Je fais pas tellement très attention à mon apparence. Donc, quand on arrive dans un conseil municipal où quand même tout le monde est plus ou moins apprêté, des costards, des cravates, ou même quand même tout le monde est un peu apprêté, je pense que beaucoup ont pensé que je ne serais pas crédible. Il se trouve que ils savaient pas que j'écris, donc qu'effectivement je manie les mots quand même assez facilement et assez aisément. Et je crois que les premières interventions que j'ai fait les ont un peu surpris. D'ailleurs, ils me l'ont dit. Concrètement, ils sont tous venus me voir en me disant « Mais Madame Ecker, c'est super, qui c'est qui écrit vos interventions, c'est super bien écrit, c'est bien argumenté. » Et de l'équipe de Florian, tout le monde m'a félicité sur mes interventions, donc je leur ai rappelé que c'était moi qui faisais tout ça, puisque je n'avais, contrairement à eux, aucun moyen d'autre que moi pour préparer mes conseils municipaux. Donc il y avait un peu, je pense, de leur part, une surprise. Maintenant, je pense qu'ils me prennent un petit peu plus au sérieux quand je parle, même si au final, ça a peu de conséquences. Oui, voilà, je voulais en venir là, du coup, maintenant, quel est ton... Quelles sont tes possibilités, toi, en tant que conseiller municipal d'opposition ? Alors, les possibilités administratives, je dirais, en tant que conseillère municipale, elles sont doubles. Je dirais peut-être triples, d'ailleurs. Je peux intervenir sur chaque délibération qui est dégroupée. C'est un peu technique, mais j'explique. Non, vas-y, mais prends le temps, explique justement pour les gens qui ne connaissent pas. Un conseil municipal est constitué de plusieurs délibérations. Là, le prochain conseil municipal, je reçois X délibérations de 4 commissions qui sont divisées par, on va dire, par secteur. Il peut y avoir la culture. Ça regroupe 4 commissions qui regroupent plusieurs secteurs. Et dans chaque commission, il y a des délibérations que nous devons voter. Mmh. Quand on a un groupe, comme je vous disais tout à l'heure, il faut au moins 2 conseils municipaux pour constituer un groupe. Quand on a un groupe d'opposition à Bordeaux, on peut sortir certaines délibérations pour les mettre au débat.
Sur ces délibérations qui sont mises au débat, je peux intervenir. Comme je suis toute seule, je n'ai pas de groupe, je ne peux pas dire cette délibération, je voudrais qu'on la mette au débat parce que j'ai quelque chose à dire. Donc je suis tributaire en quelque sorte des délibérations qui sont mises au débat par les groupes d'opposition. Les délibérations, c'est des ordres du jour, quelque part. C'est des votes, ça peut être une subvention à une association, un contrat, une cession d'un immeuble... toutes sortes de votes qui passent au conseil municipal. Il peut y avoir... en général, c'est quand même entre 1000 et 1500 pages à lire et une quarantaine, une cinquantaine de votes, peut-être plus, 80 votes peut-être sur tout le conseil municipal. Parmi tous ces votes, il y a des votes qui ne sont pas mis au débat. Donc au début du conseil municipal, ces votes qui ne sont pas mis au débat, on dit tout de suite ce qu'on décide. Oui, non, abstention. Et puis toutes celles qui sont mises au débat, par contre, donc c'est ce qui constitue le cœur du conseil municipal. C'est là où on peut exprimer vraiment son opinion sur tel ou tel sujet, sur des délibérations qui ont été donc mises au débat, ce qu'on appelle dégroupées. Donc ça, c'est ma possibilité d'intervenir et de dire ce que pense le collectif de ces délibérations. Et surtout aussi lors de ces délibérations, j'essaie quand c'est le sujet ou pas d'ailleurs, et j'en profite aussi parfois quand c'est pas le sujet. De relayer la parole des collectifs ou des associations, soit qui m'ont contacté, soit dont je suis les activités et je sais qu'à ce moment-là, leur parole peut être entendue. Un exemple très, très concret, au dernier conseil municipal, il y avait un débat, je crois que c'était... pourquoi j'ai placé le parc là je crois que c'était pour voter pour les plantations d'arbres et d'arbustes dans Bordeaux. Donc il y a une déclaration, on explique. Alors, le conseiller municipal qui porte cette délibération nous fait son petit speech pour nous expliquer comment ils vont planter 190 arbres et que c'est vachement bien. En général, il y a Florian qui dit oui, mais nous, c'était mieux aussi, vous êtes que des copieurs. Pour préciser, Nicolas Florian, c'est l'ancien maire de Bordeaux qui est donc maintenant dans l'opposition. Faut dire qu'ils ont perdu quand même un poil de cul. Donc, effectivement, je comprends qu'il a l'impression qu'il est toujours au pouvoir, mais il a perdu. Donc, il passe un petit moment comme ça à se disputer, c'était mieux avant. Et puis, voilà, je profite, moi, en tout cas, de cette délibération qui parle du fait que la mairie veuille planter des arbres pour leur dire, vous voulez planter des arbres, très bien. Le collectif Amédée Sacré-Cœur a un projet de parc dans l'espace Euratlantique qui est en train de massacrer leur quartier. Ils vous l'ont déjà soumis. D'ailleurs, voilà le texte de ce collectif à propos de ce parc. Et là, je lis littéralement le texte de ce collectif. Là, je lui laisse la parole, concrètement. J'ai pas besoin de faire des arguments, ils l'ont fait déjà. Je vais pas redire ce qu'ils ont dit, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit leurs paroles qui soient dites à ce moment-là. Là, c'est imparable, je veux dire, pour celui qui écoute. Je suis pas en train de faire mon jeu politique, je transmets quelque chose. Voilà, ça, je peux le faire. Et après, ils en font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, pour les collectifs et les associations, ils savent que leur parole a été entendue. Le maire ne peut pas dire, je n'étais pas au courant, vous aviez un projet de parc. Non, là, je l'ai dit concrètement au conseil municipal. Voilà ce que je peux faire administrativement parlant, donc intervenir sur les délibérations qui sont dégroupées. La deuxième chose que je peux faire en tant que conseiller municipal, c'est poser des questions à la fin du conseil municipal, des questions écrites qui sont dites, que je dis à la fin du conseil municipal. Alors ces questions, je les travaille avec les collectifs et les associations, pareil, que je suis ou que j'ai à cœur de mettre en avant. Au dernier conseil municipal, qu'est-ce que j'ai posé comme question ? J'ai posé une question sur les agents du CCAS que j'ai rencontrés lors d'une grève et qui désespéraient d'avoir un rendez-vous avec monsieur Urmic. Donc j'ai demandé s'il pouvait avoir un rendez-vous. On m'a pas répondu, on doit me répondre par écrit, je crois qu'on m'a pas encore répondu. Voilà, ce genre de choses, je fais à la fin du conseil municipal. C'est comme ça que pour le collectif Amédée Sacré-Cœur dont je viens de vous parler, j'avais obtenu une date de réunion. Ça faisait plusieurs mois qu'ils attendaient une date de réunion. Lors de mon premier conseil municipal, j'ai demandé publiquement à travers une lettre, une question écrite à monsieur Hermic s'il pouvait s'engager sur une date de réunion, et je suis sorti du conseil municipal avec une date de réunion. Donc pour des associations qui attendaient depuis des mois une date, c'est allé un petit peu plus vite. Et la troisième chose que je peux faire administrativement, c'est formuler des vœux ou des motions, comme on a fait déjà avec Bordeaux en lutte. Par exemple, pour le MNA, on avait formulé que le vœu de Bordeaux... les mineurs non accompagnés, c'est ça ? Les mineurs non accompagnés, pardon. T'as raison de me reprendre sur les acronymes. C'est vrai que je dis toujours aux gens, c'est chiant, on comprend pas toujours ce que vous dites. Reprends-moi, n'hésite pas. Avec le collectif Bordeaux en lutte, on avait soumis lors d'un conseil municipal un vœu pour que la mairie de Bordeaux s'engage à créer vraiment une énergie, une synergie autour des mineurs non accompagnés, un lieu, etc., qui a été voté à l'unanimité. Et on attend encore
l'application. Voilà ce que je peux faire administrativement. Après, ce que je fais aussi en tant que conseillère municipale, et pour moi qui est fondamental, essentiel, aussi pour que je puisse bien transmettre la parole des gens quand je suis au conseil municipal, c'est tout le travail de terrain, qui est d'aller à la rencontre des associations quand elles font des manifestations, de diffuser au maximum leur communiqué. Je mets en ligne un agenda avec tous les événements que je peux choper sur Bordeaux. Et moi-même, je reste quand même militante, donc je participe à des collectifs, je continue à participer à des collectifs, à être active sur le terrain, à être je crois que c'est ce que les gens attendaient de Bordeaux en lutte, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement des porte-parole assis dans des fauteuils, quoi. On s'est présenté comme étant des militants de terrain, donc c'est pas parce qu'on est élu que tout d'un coup on deviendrait autre chose. On est quelque chose en plus, et puis en plus je considère vraiment que ce rôle de conseillère municipale, pour moi je le prends comme un mandat. Je suis mandaté par le collectif pour une tâche. Mais il y a d'autres tâches à faire dans le collectif qui sont partagées, et encore une fois, je suis dans d'autres collectifs où je fais aussi des choses. Alors, malgré tout, ça change un peu la donne, parce que je crois que dans le regard de certaines personnes, le fait que je sois conseillère municipale, ça me met à un endroit où tout d'un coup, je suis plus une militante comme les autres. Parfois, c'est un peu gênant, parfois, c'est un peu triste. Mais il faut l'assumer, d'être effectivement parfois dans une autre sphère. T'es très présente et active, enfin il y a souvent des petits reportages vidéo que tu vas faire sur des manifestations, des mouvements. Ah mais partout, moi je suis partout. D'ailleurs c'est ce que les gens me disent quand ils me voient arriver, ils me disent mais t'es partout. Alors non, malheureusement, comme je suis toute seule, active comme ça, être un petit peu partout, j'ai pas de collaborateurs du coup. Donc moi comme je n'ai pas de groupe, je n'ai aucun moyen. En fait, si vous voulez, je suis rémunéré 237 € par mois par la mairie. Voilà l'indemnité. Ça c'est ton indemnité de conseillère municipale. De conseillère municipale. Je reçois une indemnité de 237 € par mois. Je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de collaborateurs, je n'ai aucun moyen, vraiment, concrètement aucun moyen. J'ai demandé à la mairie de Bordeaux si je pouvais avoir un petit bureau, c'est-à-dire que quand les gens me demandent de me rencontrer, et puis ça arrive assez souvent, puisque comme je suis active, que je communique beaucoup, beaucoup de gens me contactent. En fait, finalement, ils ont quand même envie d'être écoutés, donc j'essaye de répondre à tout le monde. Bon, mais comment je fais ? Je les reçois chez moi, je les reçois dans un bar, comment je fais ? J'ai pas d'endroit pour les recevoir. Visiblement, ça pose de problème à personne. Ils n'ont pas trouvé un endroit pour me mettre, pour que je puisse recevoir les gens tranquillement. Ou quand je veux faire des réunions, je suis obligé de prévoir 1 mois à l'avance parce qu'il faut réserver des salles, etc. Et que c'est très contraignant quand on a besoin d'une salle immédiatement pour faire une réunion, etc. Donc, avec ces 237 €, j'essaye de faire ce que j'estime être le travail d'un conseiller municipal, c'est-à-dire effectivement d'être au service des gens. Et le fait d'être sur le terrain présent pour relayer leur lutte, de leur donner la parole, encore une fois, le plus souvent possible. Effectivement, j'ai fait déjà un tas d'interviews où j'ai à cœur de montrer aux gens, voilà, il se passe ça à Bordeaux, voilà ce que font les gens. Pour des gens aussi qui se disent, il se passe pas grand-chose à Bordeaux, quand ils vont sur ma page d'élu, ils voient que si, il y a de la résistance, il y a de la culture, il y a des choses alternatives qui sont pensées, qui se font, et qu'il faut pas baisser les bras, et que si tu as envie de te bouger le cul, il y a plein d'endroits qui t'attendent, quoi. Voilà ce que j'ai à cœur de faire. Question un peu bête, tu ne te sens pas seule ? Je me sens très seule. Parce que je te sens active, remontée, et je pense à Don Quichotte. Oui, je me sens très seule à plein d'endroits, en fait. Parce qu'effectivement, la place où je suis maintenant, comme je te dis que tu changes un peu de sphère malgré tout, c'est-à-dire que en devenant conseillère municipale, d'abord, je me frotte à tous ces gens quand même 1 fois par mois, hein, les conseils municipaux, c'est beaucoup de souffrance, hein, j'en sors très éreinté. Ça dure combien de temps ? Ça peut durer, le dernier il a commencé à 14h, on a fini à 22h. Et puis il y a beaucoup de mépris quand même. Tu vois, tout à l'heure tu me demandais, mais le dernier conseil municipal, par exemple, moi je travaille énormément. Je suis vraiment, je suis une besogneuse. Hein. C'est-à-dire que mes conseils municipaux, ils sont préparés au cordeau. Toutes mes délibérations sur lesquelles je vais intervenir, rien n'est fait à la légère, tous les mots sont pesés. J'ai droit à 2 fois 5 minutes par délibération. Je minute mes interventions. Je dis mon texte à voix haute 1 fois pour être sûr que je suis dans les 5 minutes, etc. Donc je bosse. Et puis on est dans ce conseil municipal comme dans une mascarade. C'est vraiment la société de spectacle. C'est-à-dire que entre Florian de la droite à Poutou le révolutionnaire, on est dans une société de spectacle à laquelle je me heurte 1 fois par mois et dont je commence à bien comprendre les codes, mais je suis rétive à cette société de spectacle. Vous voyez, moi, j'ai toujours été quelqu'un un peu à la marge, on va dire, donc d'autant plus là. Donc ces conseils municipaux, c'est
beaucoup de souffrance quand même d'affronter le fait que Monsieur Réunic me demande à chaque conseil municipal de faire vite. Faites vite, Madame Ecker, c'est bon, parce que plus le conseil municipal dure, plus on va finir tard. Donc, au bout d'un moment, on a envie de rentrer chez nous, quoi. Donc, vos questions, vous avez qu'à pas les lire, Madame Ecker, hein, vous avez qu'à les mettre directement au PV, parce que franchement, ça va prendre trop de temps. Alors que non, en fait, mon temps de parole, c'est mon temps de parole. Hein. C'est comme Monsieur Chaban-Delmas qui dit, vous avez qu'à l'enlever et puis ça ira bien, quoi. Non, Monsieur Chaban-Delmas, vous pouvez pas m'enlever, je suis là. Donc tout ça, c'est quand même assez difficile. C'est difficile de sortir d'un conseil municipal où on te dit qu'on peut pas te donner la liste des bâtiments vacants et que tu fais 3 mètres et tu vois quelqu'un qui est par terre. C'est une injustice qui, moi, me tord toujours le bide. Donc c'est des grands moments de solitude. Ça, c'est des grands moments de solitude. Et ensuite, à la place que j'assume aujourd'hui, ce mandat, quand je vais rencontrer les gens ou les associations qui me voient donc comme cette conseillère municipale, il y a que moi. Je n'ai pas de collègues. Et cette responsabilité-là, que j'ai vraiment à cœur de faire au mieux, hein, personne n'est parfait, mais vraiment de faire au mieux, je me sens avoir beaucoup de responsabilités et parfois c'est pesant, c'est fatigant. Et tu discutes un peu avec les gens de la majorité municipale ou pas du tout ? Ce que je leur ai dit, et je leur ai dit plusieurs fois, mais je pense qu'ils peuvent pas l'entendre, parce qu'ils sont très centrés sur eux-mêmes, et surtout, je pense qu'ils ont une vision de la politique qui est complètement obsolète. Je leur ai dit, moi, je suis pas votre ennemi, je serai peut-être votre mauvaise conscience, mais je suis pas votre ennemi. En fait, parfois, je me dis que si, quand même, leur inertie ou leur manque de radicalité font que on pourrait être des ennemis, entre guillemets. Mais il y a des endroits où moi j'essaye de les bousculer, notamment sur l'éthique et sur la démocratie. C'est-à-dire que vous savez ce qu'ils nous vendent un peu partout maintenant, c'est la démocratie participative. Donc la nouvelle majorité c'est à fond engouffré là-dedans et on fait en quelque sorte un peu son fer de lance en disant voilà, nous on va mettre en place ça, cette démocratie participative. Donc moi je les ai interpellés beaucoup là-dessus et je continue à les interpeller là-dessus parce qu'effectivement c'est fondamental, la démocratie. Pas la démocratie participative. Ils ont mis même démocratie inclusive. Ça, c'est complètement... Ça ne veut rien dire pour moi. Démocratie, point. C'est quoi la démocratie inclusive ? Faudra leur demander, tu vois. C'est comme participatif, c'est-à-dire quoi ? Est-ce qu'il y a des démocraties où on est censé pas participer ? Si, celle qu'on vit. Effectivement, celle qu'on vit, c'est une démocratie non participative. Mais toc, 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 messieurs, dames, bonjour, c'est les gilets jaunes, on voudrait participer. Voilà, parce que ce n'est pas du tout démocratique. Donc moi, j'essaye aussi de tenir non seulement politiquement sur le terrain quelque chose pour les associations et les collectifs, mais aussi une éthique de ce qu'on attend, nous, du pouvoir de faire. Encore une fois. Pendant un conseil municipal, un citoyen ne peut pas venir prendre la parole. A priori, non. Il peut assister au conseil municipal, mais il peut pas le troubler. Hein. Il peut être mis à la porte de ce conseil municipal, peut-être même avoir une amende ou quelque chose comme ça s'il trouble le conseil municipal. Mais bon, c'est le genre d'action qu'il faut quand même envisager, je pense. Ça c'est le minimum qu'on peut faire, c'est envahir les lieux de pouvoir et faire foutre le bordel quand ils y sont. Hein. Ça, je pense que c'est une action tout à fait je t'avoue que je voyais plus la chose, c'était une question dont je n'avais pas la réponse. Je me demandais si, il y a un moment, il y avait un temps de parole qui pouvait être réservé aux citoyens pour venir interpeller les élus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non. Mais il y a plein de choses qui te font dire qu'effectivement, dans l'institution telle qu'elle est là aujourd'hui, rien ne fait démocratie. Exemple typique, code de déontologie des élus de Bordeaux. Je venais juste d'être conseillère municipale, hein. Donc dans les conditions, puisque je vous dis, de placardisation, ou le code de déontologie, à mon avis, là, Poutou, Evelyne, t'es pas raccord, à mon avis, déjà. Mais bon, voilà, j'arrive dans ce contexte-là, on me parle du code de déontologie. Et je lui dis, mais quand même, faudrait pas qu'il y ait un problème, quoi. C'est donc les élus qui rédigent le code de déontologie. C'est les élus qui les amendent et c'est les élus qui le votent. Ouais, c'est cool, quoi. C'est un jeu où t'écris les règles. Tu vois, c'est cool, en fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il aurait dû avoir soit un référendum, soit une commission citoyenne qui bosse là-dessus et qui nous impose quelque chose. Et puis j'ai fini par leur dire au conseil municipal lors de cette délibération que c'est quand même grave, c'est quand même aberrant qu'on doit faire des codes de déontologie. Ils faisaient 12 pages, leur code de déontologie. Le code de déontologie, ça peut tenir en une phrase. Tout élu s'engage à être honnête. Voilà. Après, je leur ai sorti les 7 points zapatistes. Si vous voulez, on peut aller plus loin. Commander, c'est obéir. Te le pouvoir à la base. Enfin, les trucs qui devraient être normal dans toute personne qui réfléchit à c'est quoi vraiment une démocratie aujourd'hui. Et aucun homme politique élu avec 20% de gens ne peut faire l'économie de réfléchir à la démocratie. Mais en fait, les mecs, ils s'arrêtent. Ils sont élus avec 20%.
Ils pensent que one again, ça y est, on est élu. Donc, ils pensent qu'en fait, ils sont confortés par ce système. Ils n'ont aucune raison de le changer. Donc, effectivement, la déontologie, la démocratie, faire passer ça par la base, non, mais ils n'y avaient même pas pensé. Je pense, ils n'y avaient même pas pensé. Et ce que je finis par leur dire, c'est que quand même le plus important, c'est pas tellement le code de déontologie, c'est l'organe qui va contrôler les élus et qui va les gicler s'ils font de la merde, quoi. Et il y en a un. Eh ben, il y a une commission qui va se mettre en place normalement de déontologie pour justement là, il y aura des citoyens, tout ça. Voilà. Et je vous propose une petite pause musicale où Myriam nous interprétera la chanson Bordeaux fait peau neuve. Chenille qui la serpente Bordeaux, on la cure, on la nettoie, on la fait propre, on l'embellit, mais l'embellie de la belle endormie, j'attends encore, mais l'embellie, j'attends, mais l'embellie de la belle endormie, j'attends encore, mais l'embellie, j'attends. À quelques pas de là, me fait cligner les yeux. À Saint-Michel, je suis déjà nostalgique de ce qui ne sera plus, de ce qui ne sera plus. Rue Sainte-Catherine, je suis consommateur, alors j'évite. Rue Sainte-Catherine, je suis consommateur. Car Bordeaux fait peau neuve, Bordeaux mue. Et voilà la grosse chenille qui la serpente Bordeaux, on la cure, on la nettoie, on l'embellit, on l'embellit. Mais l'embellie de la belle endormie, j'attends encore, mais l'embellie, j'attends. Mais l'embellie de la belle endormie, j'attends encore, mais l'embellie, j'attends. Pas un brin d'herbe à Péberlan, pas un brin dont vous posez ma peine de poète déchu. Pas un brin d'herbe à la victoire, pas un brin d'herbe à Péberlan, pas un brin dont vous posez ma peine de poète déchu. Oh, même si Bordeaux on la cure, même si Bordeaux on l'embellit, même si Bordeaux on la cure, même si Bordeaux on l'embellit. J'attends encore l'embellie, j'attends l'embellie de la belle endormie, j'attends encore l'embellie, j'attends. De retour pour ce temps long avec Myriam Ecker, conseillère municipale d'opposition à la mairie de Bordeaux pour le collectif Bordeaux en lutte. Donc Myriam, nous avons évoqué ton parcours militant et aussi ton parcours au sein de la municipalité de Bordeaux en tant que conseillère municipale d'opposition. Comment, selon toi, on pourrait, puisqu'on a beaucoup parlé de démocratie, remettre de la démocratie dans une municipalité, dans une commune ? Alors encore une fois, que les choses soient claires, pour moi, il ne s'agit pas de remettre de la démocratie, parce que si on dit qu'on remet de la démocratie, ça veut dire qu'on part d'une base qu'il y en a, il faut en remettre par-dessus. Pour moi, il faut en mettre. Il n'y en a pas, en fait.
Concrètement, il y en a pas. Et c'est pas qu'au niveau de la mairie, ça demande aussi des changements de paradigme et de pensée importantes. Ne serait-ce que aussi pour que les gens comprennent que le pouvoir de faire. Encore une fois, c'est pas juste le pouvoir, puisque beaucoup de politiciens se contentent d'avoir le pouvoir et pas forcément le pouvoir de faire, mais le pouvoir de faire, d'influer sur nos vies, il concerne tout le monde. Donc ça veut dire que pour mettre plus de démocratie, il faut que les gens fassent plus de politique, prennent plus de responsabilités, un peu sur le modèle des caracoles au Mexique, où toutes les personnes, au Mexique, j'explique, je fais un petit crochet, parce que pour moi c'est vraiment un exemple de démocratie, les zapatistes au Mexique, c'est un mouvement communiste révolutionnaire qui dans les années 90 ont repris une partie du territoire mexicain, le Chiapas, où ils ont organisé en caracoles, c'est-à-dire en villages, où chaque village indépendamment prend des décisions, puis il y a des assemblées qui réunissent plusieurs villages pour prendre des décisions plus importantes, etc., etc., et où chaque habitant de ce village est à même, à un moment donné, d'être mandaté. C'est pour ça que j'insistais beaucoup tout à l'heure sur ce mot de mandaté et non pas d'élu, d'être mandaté par son village pour telle et telle raison, pour aller le représenter au sein d'une assemblée plus large. Ce qui permet des décisions plus collectives et surtout une responsabilité partagée, et aussi par la notion de consensus, qui est quelque chose qui travaille aussi énormément, de ne pas se satisfaire simplement d'un vote quand il y a une décision qui est prise, parce qu'encore une fois, on peut tomber dans une dictature de la majorité, et puis pas forcément sur quelque chose qui est bien au final, parce qu'on est plus nombreux à penser que c'est ça, mais d'essayer par le dialogue et par le temps, qui est une notion importante en politique, de trouver une dynamique commune qui fait qu'on arrive à une solution collective. Voilà. Donc ici en France, on est bien loin d'un pouvoir de faire partagé, on est bien loin d'une prise de pouvoir de faire par la globalité des habitants. La preuve en est, c'est que depuis des années et des années et des années et des années, ce sont les mêmes personnes qui se présentent aux élections, qu'elles soient locales, régionales, nationales, ce sont les mêmes personnes qui se présentent, ce sont souvent les mêmes personnes qui sont élues. Quand elles sont pas réélues, elles sont réélues le tour suivant, etc. Il y a une forme de népotisme. Tout à l'heure, je vous parlais du petit-fils de Chaban-Delmas, qui siège aujourd'hui au conseil municipal. Bien évidemment, il a le droit de se présenter, mais pourquoi c'est pas le fils de, je sais pas qui, Mohamed Ben Soussan, du quartier Saint-Michel, qui se retrouve conseiller municipal, plutôt que le petit-fils de Chaban-Delmas? Ça doit nous interpeller en termes de d'atavisme, de népotisme, etc. Donc, cette déresponsabilisation, elle est due à nos instances. Par exemple, se présenter aux élections municipales à Bordeaux, concrètement, il faut quand même de l'argent. Donc cette déresponsabilisation, elle est due à la fois de la part des institutions qui sont faites de telle façon que seule l'élite parvienne finalement à pouvoir accéder à ces responsabilités. Il faut aussi de l'argent. Hein. Concrètement, la campagne de Bordeaux en lutte, c'était 60 000 € pour se présenter, donc c'est quand même pas une petite somme. Hein. Donc quand t'as pas d'argent, concrètement, comment tu fais pour ne serait-ce exister dans la sphère politique? Mais elle est aussi due un endormissement, je dirais, qui est en train de changer de la population, qui a quand même et qui a encore tendance à considérer les hommes politiques ou les femmes politiques comme des professionnels. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit monsieur Fabien Robert au dernier conseil municipal. Nous sommes des professionnels. Vous voyez comment on peut être professionnel de la politique, comment on peut être professionnel dans une démocratie. Ça n'a pas de sens. Mais quand vous dites que vous êtes élu, quand je parlais tout à l'heure de sphères différentes, d'endroits différents où les gens vous mettent, moi, il y a des gens qui me vous voient alors qu'ils me tutoyaient. C'est aberrant, c'est aberrant. Mais parce qu'on a quelque chose qui fait tout d'un coup, on est le mot d'élu, en plus, vous voyez, on flotte, on est un peu au-dessus de la masse, tu vois. On est différent. Mais si tout le monde contraint ou d'accord devait passer par la case responsabilité, toi aussi tu deviens conseiller municipal, il y aurait plus cette fascination pour le pouvoir et on serait vraiment dans qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a le pouvoir? Voilà. Donc ça, c'est quand même des choses qu'on a dans notre ligne politique avec Bordeaux en lutte. C'est des choses qui peuvent être applicables très facilement, comme le fait d'avoir des mandats tournants. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, ça n'existe pas, les mandats tournants. Mais par le truchement de la démission, on
on peut les mettre en place. La preuve, c'est ce qu'on a fait avec Antoine. Il a démissionné, j'ai pris sa place et je suis devenu conseillère municipale. Alors certes, c'était pas dans l'idée d'avoir un mandat tournant à la base, mais ce que ça prouve, c'est que en se servant de quelque chose qui est tout à fait légal, on peut, au sein de notre collectif, envisager de porter une candidature au sein même de laquelle on essaye de raisonner démocratiquement. Ça veut dire que, par exemple, pendant les 4 années qui nous restent, ce que j'aimerais vraiment pouvoir impulser, et c'est pour ça que je fais aussi ce travail de terrain, si on avait la possibilité, pendant les 4 années qui nous restent, de former des citoyens à la responsabilisation d'un conseil municipal, de comment ça se prépare, comment on argumente, qu'est-ce qu'on défend pour son quartier, etc., etc. Mieux encore, d'avoir des collectifs qui seraient représentés par des gens qui mandateraient au sein du collectif pour être représentés au conseil municipal, par le truchement des démissions, du 1er au 64e, tout le monde potentiellement, en divisant le temps, pourrait se retrouver à un moment donné en responsabilité d'être conseiller municipal. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, toutes les personnes inscrites, au lieu de dire, bon, mais tu me mets dernier, comme on fait souvent, tu me mets dernier, comme ça, je n'aurai pas de responsabilité. Non, au contraire, tu me mets dernier, mais je serai un jour potentiellement ce premier qui sera conseiller municipal. Et on tombe aussi, grâce à ce truchement du mandat tournant, par le fait que, ben, évidemment, tu n'es plus un élu, tu es vraiment ce porte-parole pour un temps donné d'une pensée collective. Et quand tu ne l'es plus, ton travail que tu as effectué quand tu étais conseiller municipal, il reste valable, et tes compétences, elles restent valables, et tu continues à travailler au sein du collectif. Donc, par ce truchement-là, on peut mettre en place les mandats tournants, par exemple. Ça, c'est des choses que tu as déjà évoquées au conseil municipal ou... Je l'ai évoqué dès que j'ai été élu. J'ai appelé Willy, qui est le suivant sur la liste, en lui faisant cette proposition de couper notre mandat en 2 parce que, si vous voulez, ça fait exemple. Vous voyez, il faut des exemples aussi concrets, et surtout, il faut incarner au mieux possible avec, comme on peut jouer dans les espaces creux du système, il faut incarner au mieux possible la politique qu'on dit. Le dire, c'est facile. Le faire, c'est parfois possible. Il faut le faire. Donc, ce genre de choses, voilà, c'est tout à fait possible, par exemple. Myriam, je voulais aussi évoquer avec toi la politique culturelle à Bordeaux, et notamment la culture alternative. Comment la mairie se positionne là-dessus? Est-ce qu'ils ont des axes de développement? Est-ce qu'ils ne s'en occupent pas du tout? Est-ce que ça les intéresse? Alors, l'impression que ça en donne, hein. Je pense que toi qui es aussi, comme moi, quelqu'un qui a bien connu le milieu dit alternatif bordelais, les nuits bordelaises, le Bordeaux rock, pour faire vite, avec ces caves bondées où on pouvait fumer et boire des coups tout en écoutant des groupes locaux, des lieux comme la Centrale que j'évoquais tout à l'heure quand on a fait notre petite pause, le Void, etc. Enfin, une vie de nuit et alternative assez forte. Aujourd'hui, quand on se promène à Bordeaux, tout ça a lentement disparu. Donc, moi, l'impression que j'en ai, c'est que la mairie de Bordeaux, elle continue, en fait, cette politique de lissage du paysage culturel bordelais par le manque d'attention, par aussi... Elle pêche beaucoup par orgueil, cette mairie, je trouve, elle pêche beaucoup par orgueil, parce que je pense qu'une fois qu'on arrive au pouvoir et qu'on voulait que ça, en fait... parce que Urmic, ça fait longtemps qu'il se présente, le gars, il va pas nous dire... Depuis 95. Voilà, ça fait un moment qu'il est là, j'aimerais bien être chef. Maintenant, il est chef, t'as vu, donc effectivement, ça donne une espèce d'arrogance qui fait qu'on est moins enclin à écouter ce qui serait une voie alternative. Donc, tu le constates comme moi, il n'y a pas d'effort qui est fait particulièrement, d'autant plus que tous les lieux que je vous ai évoqués ont disparu, donc des efforts vers des lieux qui n'existent plus, c'est compliqué, quoi. L'affichage libre a complètement disparu de nos murs, donc plus d'expression vraiment alternative, ou alors il faut que ce soit beau, propre, là aussi. Je me souviens de m'être un peu écharpé sur la page de Facebook d'Olivier Cazot, qui est maire de quartier à Saint-Michel, et il avait fait venir une artiste qui avait fait un collage sur une porte du marché des Capucins. Je sais pas, c'était un truc joli, voilà, elle avait collé ça, et puis des gens étaient venus derrière, ils avaient barbouillé, ils avaient remis des trucs par-dessus, et lui, il avait fait un post en disant « Mais quel scandale !
cette œuvre d'art a été dégradée. Donc j'avais lui expliqué un peu ce que c'était que le street art, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu poses quelque chose dans la rue, potentiellement, ça peut être recouvert, ça peut être transformé, ça peut être perdu à tout jamais. Quand tu décides de mettre une œuvre dans la rue, tu sais jamais ce qu'elle devient. Et au contraire, même, c'est un peu le principe parfois de recouvrir, de faire autre chose par-dessus. Et c'est pas grave, quoi. Voilà. Ah, mais là, c'est une artiste. Et voilà, j'avais fini par lui dire, mais c'est incroyable. En fait, dans cette ville, on met le street art dans les musées et on met les œuvres qui doivent être dans les musées dans la rue. Et il faudrait que les gens se plient comme ça vos desiderata, quoi. Donc tout est en train de devenir lisse et ça va aussi avec la gentrification, concrètement. C'est-à-dire que quand on amène une population à qui on vend le fait que Bordeaux, c'est une ville où on fait du vélo, c'est calme, la culture alternative, elle draine une faune qui est bruyante, qui picole un peu et qui ne cadre pas du tout avec ce Bordeaux, encore une fois, calme, propre et lisse qu'on vend à tous les gens qui veulent faire du vélo, quoi. T'avais entendu parler de ce qui s'est passé cet été à Saint-Michel, de peut-être une descente de militants d'extrême droite Bon, apparemment, c'est pas peut-être, hein. Je crois qu'ils ont fait plusieurs actes. Ils étaient aussi intervenus sur la Gay Pride. Ils ont fait une descente, effectivement, sur Saint-Michel. Il y a eu pas mal de dégradations en ville sur les passages piétons. Donc, oui, bien sûr, j'étais au courant. Il y a une manif qui a été organisée, j'y suis allé. Voilà, mais l'extrême droite, c'est à la fois un vaste sujet parce que, encore une fois, pour quelqu'un comme moi qui considère qu'on n'est pas en démocratie, pour moi, un mec comme Macron, c'est l'extrême droite, quoi. Je vois pas comment je peux dire que c'est une droite molle, juste libérale, même ultra-libérale, ça devient pas assez par rapport à la violence qui nous est faite, y compris dans la répression, mais y compris dans la politique qui est menée, et surtout ce racisme-là, qui est systémique en France, hein, qui n'est pas l'apanage de l'extrême droite, hein, puisque même la gauche, elle peut avoir des réactions dans son histoire qui pourraient s'assimiler au racisme en soutenant des colonisations, etc., etc. C'est quelque chose qui est ancré en nous et que le spectre du Front National permet à plein de gens de pas réfléchir à leur comportement raciste, permet à plein de partis de croire qu'ils sont du bon côté du manche, et puis dès qu'on gratte, en fait, on se rend compte que non, comment d'ailleurs auraient-ils pu faire autrement, les mêmes réflexes donc systémiques, racistes, sexistes, patriarcales, etc. Donc la question de l'extrême droite, elle va pas se régler comme certains camarades le pensent, juste en faisant fermer un lieu comme le Menhir, par exemple. Ils sont beaucoup là-dessus, il faut fermer le Menhir, ou simplement en gueulant, en allant au meeting de Zemmour, en disant qu'il faut qu'il se taise, etc. Moi, j'ai une position un peu anglo-saxonne sur la liberté d'expression, donc je suis pour une liberté d'expression totale. Je pense que Zemmour, il a le droit de s'exprimer, qu'on combat pas les idées en les enfermant. Moi-même, j'ai subi pas mal de censure. Ça n'a fait que me renforcer dans le fait que j'avais raison. Donc, je vois pas pourquoi Zemmour changerait d'avis parce qu'on va faire en sorte qu'il ne puisse pas s'exprimer en meeting. Je trouve que quand on arrive là, c'est un aveu de faiblesse que de vouloir censurer la parole qui n'est pas la nôtre. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Donc voilà, le fascisme à Bordeaux, à vrai dire, je sais pas comment il se manifeste hors de ça. Je voulais faire le lien en fait avec la culture alternative, dans le sens où avant il y avait justement des lieux de nuit alternatifs qui étaient tenus pas forcément peut-être par des militants, quoique pour certains, mais en tout cas des gens qui avaient une certaine conscience politique, et qui fait que pendant des années, voilà, les gens d'extrême droite n'avaient pas le droit de citer dans des quartiers comme celui de Saint-Michel, parce qu'ils n'y allaient tout simplement pas, en fait. Et que maintenant, on dirait que les types sont en roue libre, on peut y aller, puisqu'il n'y a plus personne sur le terrain. Je crois qu'il y a ça, il y a aussi quand même le contexte des élections politiques qui fait que ils se sont sentis un peu poussés des ailes, hein, pour la la troisième fois, hein, du coup, l'extrême droite arrive au second tour, oui, il y a une espèce de laisser aller en se disant, mais ouais, c'est bientôt notre tour. Et c'est vrai que plus ça va, plus tu te dis, effectivement, c'est quand même bientôt leur tour. Et pour moi, je te dis, à bien des endroits, c'est déjà leur tour. Donc, la disparition de la culture alternative, je ne vois pas comme toi forcément la corrélation avec la montée de l'extrême droite, mais peut-être, je me suis pas encore posé la question. Non, je dis pas qu'il y a une montée. En tout cas, qu'ils se sentent à l'aise à venir dans des quartiers où avant ils n'osaient pas venir. Disons que c'est le fait qu'il n'y ait plus ces lieux alternatifs qui existaient et qui pouvaient parfois drainer un certain nombre de personnes poétisées et parfois militantes. Oui, tu as raison, j'avais pas fait le rapport, mais sans doute. C'est plus dans ce sens-là que je voyais. Sans doute, parce qu'effectivement, les milieux
le Bordeaux alternatif, c'était quand même plutôt anarcho, gaucho, que droite, extrême droite, effectivement. Donc, des bars comme le Petit Rouge, encore une fois, la Centrale, tous les lieux qu'il y avait à Saint-Michel pour jouer, qui ont disparu, font qu'effectivement, ces gens-là ne sont plus là. Mais ces gens-là sont aussi victimes, encore une fois, de la gentrification, parce que j'ai beaucoup de camarades ou d'amis qui ont dû quitter leur appartement, puis une fois qu'ils ont quitté leur appartement, qui n'ont pas pu trouver à se loger à Bordeaux, et qui ont quitté la ville et le centre-ville pour se retrouver en périphérie. Et ces gens-là, ils se déplacent plus à Bordeaux comme quand ils habitent, forcément. C'est se déplacer pour aller voir quelque chose. Donc du coup, Puis petite parenthèse, pour certains, ils vont même habiter, certaines vont même habiter encore plus loin, et par effet domino, vont faire subir aux populations locales ce qu'eux-mêmes ont subi dans les métropoles. Tout à fait, mais la gentrification, c'est catastrophique, hein. Ça a des effets, effectivement, par exemple, sur le prix de l'immobilier. Au-delà de Bordeaux, ça a des répercussions sur une centaine de kilomètres, c'est-à-dire que maintenant, on veut acheter un bien à 100 km de Bordeaux, c'est encore hors de prix. Donc la gentrification, ça a plein de conséquences hyper négatives. Culturelles, politiques, sociales, c'est une catastrophe. Et c'est une politique qui est vraiment clairement décidée depuis l'Europe. Elle est à cœur dans tous les pays. C'est pas qu'à Bordeaux, toutes les villes de France. Partout, on veut construire ces mégapoles, métropoles où l'être humain va être tout simplement désocialisé. Du coup, encouragé à rester chez lui. Les espaces extérieurs seront des lieux d'achat ou des lieux de passage. Mais concrètement, pour tout le reste, tu peux rester chez toi pour t'amuser. Loue-toi un film sur ton grand écran et télétravail, en gros. Donc, il y a vraiment une volonté du système capitaliste de nous perdre dans ces espaces et de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas. La majorité actuelle, d'ailleurs, voulait mettre en place le plafonnement des loyers. Ça a été fait. Ça a été fait. Ouais. Et comment se passe le processus, en fait J'en sais rien du tout. Le seul processus que je vois personnellement, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dehors. Donc, c'est bien le plafonnement des loyers. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est l'application de la loi de réquisition pour tous les autres qui n'ont pas la possibilité d'avoir des loyers plafonnés. Tant mieux pour ceux que ça plafonne. J'espère que ça fonctionne. C'est encore expérimental, je crois. Donc, il faut voir à plus ou moins long terme. Je suis pas une spécialiste, mais a priori, c'est plutôt une bonne mesure. Tu sais dire quand ils font des choses bien aussi. Tu sais combien il y a de logements vacants à Bordeaux ? Alors, moi, les chiffres que j'ai, c'est l'INSEE 2012, donc vous pouvez forcément rajouter, c'est comme tout, tout augmente. J'en étais, moi, à 10 500 logements vacants sur la métropole bordelaise, ce qui est quand même énorme, en sachant qu'il y avait, donc à l'époque, recensé par le SAMU social, entre 3 500 et 4 000 personnes qui dormaient dehors. Donc, encore une fois... Et ces logements, c'est des habitations privées ou qui appartiennent à la municipalité ? Il y a de tout, il y a du parc privé, puis il y a du parc public. Moi, ça fait plusieurs fois que je demande à la mairie et au dernier conseil municipal, c'est ce que j'ai demandé lors d'une question écrite, je voulais la liste des logements vacants et immeubles vacants appartenant à la mairie. Je demandais à ce que cette liste soit publiée sur le site de la mairie, puisque c'est notre bien commun à tous. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle m'a fait une réponse de 3 km de long pour me dire qu'en fait, c'est pas possible d'avoir cette liste. Voilà, donc la mairie s'était engagée à faire une audit. Ils ont fait beaucoup d'audits. Quand ils sont arrivés, ils ont eu raison, parce qu'ils ont découvert quand même, par exemple, le scandale du crédit municipal ou des vœux... Qu'est-ce que c'est ? Le crédit municipal, c'est là où les gens vont quand ils ont plus d'argent, ils mettent des objets en gage, ils ont de l'argent en contrepartie, c'est des prêts, en quelque sorte d'argent à taux réduit. Et le scandale du crédit municipal de Bordeaux, c'est que ils ont financé Chantal Goya, ils ont financé des gens qui visiblement n'avaient rien à foutre là, et placé au sein de cette institution des gens qui avaient des emplois plus ou moins fictifs, quoi. Donc la mairie de Bordeaux, l'actuelle mairie de Bordeaux, grâce à cet audit, a pu mettre à jour toutes ces malversations. Donc quand ils sont arrivés, après, il faut expliquer aux gens qui connaissent pas Bordeaux, on en parlait tout à l'heure, depuis la Libération, il y a eu Chaban-Delmas, Jacques Chaban-Delmas, le bien nommé, qui a été maire pendant 48 ans, 48 ans, il a fini, il était liquide le gars, on le suivait avec une serpillière et tout, c'était horrible. Et après lui, on a eu Juppé, le voleur, qui est resté, je sais plus combien, 15 ans ou 25 ans, avec une petite pause puisqu'il a été condamné, mais il est revenu. Lui aussi, non, lui il est pas parti liquide, mais il est parti avec du liquide par contre, et puis surtout maintenant il est au Conseil constitutionnel, donc voilà comment la démocratie traite les voyous. Et puis on a eu Florian pas très longtemps, 2 ans quoi. Donc il y a pas eu beaucoup de turnover. Je sais plus de quoi on parlait, du coup je me suis égaré.
Donc je sais plus pourquoi je parlais de ça, des audits Oui, qu'ils ont fait. Crédit municipal, parce les que, audits. du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que effectivement la mairie quand elle arrive, déjà comme on se posait la question, est-ce qu'ils pensaient être élus, je pense qu'effectivement cette élection municipale est historique et incroyable. Je comprends qu'il ait pas cru parce qu'ils ont gagné le premier tour, je crois qu'ils avaient 39 voix d'écart. Et en plus, Bordeaux en lutte se maintient au second tour, donc ça le met quand même en danger sur son aile gauche. Et malgré Bordeaux en lutte, ils sont élus. Et je dirais que malgré eux, nous avons 3 sièges. Donc ça veut dire que quand même la gauche à Bordeaux avait existé, quoi. Ils ont été élus avec combien de voix ? 18 000 et quelques, je crois que c'est vraiment rien du tout, quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se calment quand même, quoi. Mais moi, je leur avais parlé, tu sais, au premier tour des présidentielles, donc comme je suis conseillère municipale, j'ai des obligations. Je dois tenir des bureaux de vote. Donc, je m'étais installé dans un bureau de vote de 7h du matin jusqu'à minuit, puisqu'il faut ramener les sacs avec les bulletins et tout ça. C'est très intéressant, j'apprends des choses quand même. Et puis, je me rends dans la petite salle où, maintenant que je suis conseillère municipale, on va boire un verre tous ensemble pour commenter l'actualité, quoi. Et donc, c'était le premier tour. Catastrophe, Macron, catastrophe, Le Pen, catastrophe, Mélenchon, et eux, puis qui sont dans les choux, ils font même pas 5%, ils sont en train de calculer déjà tous les millions qu'ils sont en train de perdre. Et puis, je vois cette majorité donc écologiste qui est effarée et qui est en colère, en fait. C'est pour ça que cette NUPS, moi, je n'y crois pas du tout. Ils sont en colère, ils se remettent pas en question, se dire, mais merde, en fait, on était cons, là, quand même. Vraiment, on a été cons. Non. En fait, ils aiment toujours pas Mélenchon. Ils sont, en colère d'avoir perdu, quoi. Ils comprennent pas, quoi. Tu vois, ils pensaient que tout le monde avait envie de faire du vélo, quoi. Tu vois. Donc, voilà, la mairie de Bordeaux, qui ne fait pas partie de la NUPS. Urmier, il a dit que la NUPS, ça l'intéressait pas. Mais bon, autre temps, autre mœurs, on saura que si dans 4 ans, il a besoin de la voix de la France Insoumise, il sera capable de dire que tout ça est formidable. Parce que tout ça, c'est quand même un jeu de dupes. Il faut que les gens le sachent. Dans les votes, là, au conseil municipal, est-ce que la droite vote avec la mairie, la majorité actuelle, de temps en temps, ou jamais ? Pour être honnête, moi je vote aussi assez souvent pour, parce que Monsieur Urmic, qui est maître de l'emploi du temps et de l'ordre du jour, met ce qu'il veut, lui, au vote. Donc beaucoup de délibérations sont des votes de complaisance, puisque qu'est-ce que tu veux t'opposer à une subvention d'association par-ci ? Il n'y a pas grand-chose pour s'opposer, il y a très peu de débats de fond. Il faut se servir des délibérations pour dire autre chose, parce qu'en soi, par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure des arbres, oui, on va planter des arbres. Personne va dire, ben non, on est contre. Enfin, je veux dire, personne va dire qu'on est contre. On peut argumenter autour de ça, mais en soi, la délibération, elle est votée, tout le monde vote pour. Parce qu'effectivement, on veut des arbres. Donc, à part sur des sujets qui pourraient être un peu... non, vraiment, ils sont quand même assez d'accord, finalement, au fond. Et puis, je te dis, moi aussi, beaucoup, parce qu'ils ne proposent rien de trop grave à voter, quoi. C'est même assez catastrophique, je trouve. Tu parlais tout à l'heure du fait que comment rendre plus de démocratie dans le Parlement bordelais, déjà en posant des vraies questions à débattre, en prenant le temps, effectivement, de tout ça. Donc non, ils sont assez sûrs d'eux. Je te dis encore une fois, il y a une arrogance, je pense, qui est due au fait d'avoir le pouvoir, qui fait que si on a le pouvoir, c'est que les gens ont voté pour nous, donc on est légitime, donc on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Voilà. Avec si peu de voix, est-ce que les gens ont vraiment voté pour eux ? Ben évidemment que non. Évidemment que non. Ni pour moi d'ailleurs. Parce que moi, Bordeaux en lutte, on finit avec 3 élus alors qu'on a 7000 voix. C'est-à-dire que dalle sur une ville de 200 000 habitants. 250 000, entre 250 et 270, je crois. Tu vois ? Je te disais tout à l'heure qu'il y a eu des élections cantonales qui ont eu lieu là, il y a 2 semaines à Bordeaux, puisqu'il y a eu un vote qui a été annulé suite à des bulletins fallacieux. Les mecs sont conseillers départementaux avec, sur 35 000 personnes appelées à voter, 5 000 personnes se sont déplacées. 5 000 personnes se sont déplacées, et pendant 5 ans, ces gens, ils vont être, les gens qui ont été élus vont représenter leur canton. Ils vont avoir les émoluments qui vont avec, je crois que c'est 6 000 balles. Ils sont cumulards puisqu'ils sont aussi conseillers municipaux. Et voilà comment ces gens-là, après, en conseil municipal, te disent oui, vous enlevez Madame Ecker et puis nous, la majorité, on a raison. Ben non, en fait, tu vois, tu n'es pas la majorité. Et encore une fois, je reviens sur les Gilets jaunes, quand je te disais tout à l'heure, croire que ce mouvement est endormi, c'est faux. Croire que ce RIC qui a été mis beaucoup en avant dans le mouvement des Gilets jaunes comme une des premières revendications et qui dit quoi ?
On veut plus de démocratie. Donc le RIC, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Tout à fait, qui demandait à ce qu'on puisse, en tant que citoyen, organiser des référendums sur des sujets qui nous paraissaient... Sur des sujets comme abroger une loi, légiférer dessus, Exactement. en proposer une... Un tas de choses, en tout cas nous demander notre avis, et surtout nous aussi, être maître aussi de notre ordre du jour, on va dire. Donc cette revendication de plus de démocratie, elle se traduit concrètement par une abstention qui est forte, et aucun élu, et je m'inclus bien évidemment dedans, aucun élu aujourd'hui peut dire qu'il représente qui que ce soit, y compris à l'Assemblée nationale, y compris le président de la République a été élu avec 20% de gens inscrits sur les listes électorales, 20% de gens qui ont le droit de voter. Donc imaginez tous les autres qui n'ont pas le droit. Donc on a un vrai souci, mais tant que les politiciens, ça fait leur jeu, qu'une fois qu'ils sont élus, le premier soir des élections, on dit « Ah, l'abstention, oui, quand même, c'est fort, oui. » Mais le lendemain, tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié. Et ils pensent qu'ils sont effectivement des représentants. Oui, mais alors après, pour le coup, il ne s'agit pas de juger les gens qui s'abstiennent, mais en ne participant pas, on laisse ces personnes en face définir elles-mêmes leurs règles du jeu et... c'est ce que je disais aussi au début de l'interview, c'est-à-dire comment on récupère le pouvoir de faire. Le pouvoir de faire, il se prend par la rue, il se prend par la violence, il peut se prendre par les urnes. Maintenant, le système est fait de telle façon qu'effectivement, encore une fois, c'est biaisé. Donc j'étais moi dans cette position de dire que à partir du moment où le système est fait pour lui-même et qu'il ne mettra jamais rien en place pour que par un biais soi-disant démocratique ou en tout cas pacifique, on arrive à le renverser, il va falloir à un moment donné peut-être se poser cette question dont on parlait tout à l'heure, de l'utilisation ou pas de moyens plus radicaux, voire plus violents, pour reprendre le pouvoir de faire. Parce que je comprends très bien que effectivement, comme je te dis, se présenter à des élections municipales à Bordeaux, ça nous a coûté 60 000 euros. Se présenter aux élections présidentielles, ça coûte des millions d'euros. Donc les gens, c'est pas simplement qu'ils veulent pas participer. Pourquoi ? Parce que personne ne les représente. Qui a envie d'aller voter pour un mec comme Macron ? Qui a envie d'aller voter pour un mec comme Urmic ? Est-ce qu'ils se sentent concernés ? Est-ce qu'ils ont l'impression que ces gens leur ressemblent ? Pas du tout. Donc personne n'est là pour porter leur voix. Un mec comme Poutou qui fait 0,07 aux élections présidentielles, qui est censé être la base de la base de la base, lui-même ne représente même plus ces gens. Donc ça veut dire qu'effectivement, les gens ne se sentant pas représentés n'ont aucun intérêt à voter pour des gens qui ne leur ressemblent pas. Donc à côté de ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils doivent se présenter. Se présenter, ça coûte 2 bras, c'est compliqué. Le système fait que les petits candidats ne sont pas mis en avant, etc. Et faire la révolution, quand on descend dans la rue, pour l'instant, de manière pacifique, en tout cas, ça coûte 2 bras, 2 yeux, des dents et tout le bordel, quoi. Donc on est vraiment dans un moment charnière parce qu'il y a une urgence climatique énorme, mais au-delà de l'urgence climatique, parce que la planète, elle s'en sortira sans nous, même peut-être qu'elle attend que ça, qu'on se barre, parce qu'elle n'en peut plus. Mais pour l'humain, il y a déjà des choses qui sont enclenchées en termes de société de contrôle qui sont pas irréversibles, mais il faudra vraiment se bouger le cul pour changer les paradigmes. Il y a de la souffrance, il y a de la misère, il y a de plus en plus de gens qui vont être dans la merde, et que il va falloir trouver des moyens de résister vraiment, quoi. Pour bientôt clôturer cette interview, comment tu envisages la suite de ton mandat ? Il te reste combien de temps encore ? 4 longues années. Donc, écoute, j'avoue que je suis tellement la tête dans le guidon que, à part ces projections pour les prochaines élections, avec le collectif, cette envie qu'on a de pouvoir être encore plus représentatif au sein du collectif des luttes qui sont menées à Bordeaux pour pouvoir mener une campagne électorale de terrain et avoir plus de sièges, pour peser plus, quoi. Pour le reste, je suis beaucoup la tête dans le guidon, donc... Tant que je sentirai que je suis utile, tant que je sentirai surtout que je suis raccord avec mes valeurs et que les gens se sentent correctement représentés, tant que, comme je te dis, c'est beaucoup de responsabilités, peut-être que c'est moi qui m'en mets trop, j'en sais rien, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités morales et éthiques. Je le ferai le taf. En plus, le collectif est encore fragile, on manque encore de monde, donc il n'est pas question pour moi de quitter un collectif qui est pour l'instant encore fragilisé et qui a
à mon avis et à mon sens, toutes les raisons d'exister. Maintenant, j'ai fait un concert la semaine dernière, tu vois, ça faisait 4 ans que j'avais pas fait de musique, et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, en fait, quand même, ça me manque beaucoup de pas pouvoir être ce que je suis réellement, c'est-à-dire une artiste qui s'exprime et qui peut aussi, à cet endroit-là, être utile. Donc, voilà, pour l'instant, je suis dans ce mandat, j'essaie de le faire au mieux, et ça coûte beaucoup de sa vie personnelle, etc. Mais pour l'instant, c'est la place que j'ai choisie, je l'assume. Eh bien, merci beaucoup, merci Myriam, à toi, Camille. pour cette discussion. Merci et à Marie pour la prise de son, bien sûr. Et de nous avoir éclairé sur ton rôle de conseiller municipal d'opposition. Et comme c'est désormais l'habitude, nous finissons en musique avec une chanson de Myriam, l'Orchestre Poétique d'Avant-Guerre, et la chanson s'intitule Saint-Michel. Cet entretien a été enregistré le 25 octobre 2022. Merci encore à Myriam Ecker, ainsi qu'à Marie Savigna pour la prise de son et le mixage, Matt Bauer pour le générique et à l'agence Octave Sonore. N'hésitez pas à nous suivre sur vos plateformes de podcast préférées, Deezer, Spotify, Apple Podcast et également YouTube. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu pour le référencement. À très bientôt sur Temps Long Podcast. Saint-Michel, ma belle, c'est fini, tu vas mourir. Et je viens là, enfant de tes rues, suivant les pas perdus qui m'ont ramené jusqu'à toi. Du sang encore bon dans ce Bordeaux bien propre, les épices et l'encens. Et je sens que je pâlis, que je tressaille. Oh ma belle Saint-Michel, comme tant d'autres, je t'ai trahi. S'ils veulent faire place nette, combien tiendront tes barricades? Combien accrocheront sur leur poitrail ton colis fiché? Pourtant, comme on vient entre tes bras, comme on vient à la liberté, comme on vient à se réveiller, la vie a des heures de sud, n'en déplaise, n'en déplaise. Oh Saint-Michel, ma belle, c'est demain, tu vas finir en souvenir, en temps anciens. Et puis viendra le temps où les anciens ne te connaîtront plus. Qui pourra dire, je l'ai serré, je l'ai tenu, Saint-Michel, ma belle, ma belle. Déjà plus rien ne fume dans le bar tabac. Déjà les hommes en bleu se pavanent. Déjà la fontaine sans honte ruisselle sur Saint-Michel. Oh Saint-Michel, ma belle, fais bouillir ton sang rebelle, fais jaillir au-dessus de toi l'envie de montrer les dents, l'envie. Oh Saint-Michel,
reviens là, enfant de tes rues, suivant les pas perdus qui m'ont ramené jusqu'à toi.